Madame, Messieurs, bonsoir. On va essayer de commencer pas trop en retard parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Olivier Français, municipal des Travaux, pour une première présentation. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Merci à M. Gaspari en tout cas d'animer la soirée. M. Gaspari est aussi quelqu'un que vous entendez parfois sur les ondes de la RSR qui anime souvent Forum. Et c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir un professionnel qui va pouvoir nous accompagner dans cette séance d'échange avec notre population. Avec mes collègues Villaumier et Junot, on va vous faire part de l'état de notre réflexion, donc l'avancement de ce projet, surtout à un moment donné de donner la parole au lauréat du concours tel qu'il a été jugé dernièrement. Voilà donc un très rapide rappel du contexte dans lequel nous travaillons. Donc la ville de Lausanne, tout comme l'agglomération Lausanne-Morges, il y a d'ailleurs à l'heure actuelle une grande séance qui est à Morges qui parle du développement de notre ville au sens large du terme. Bref, le rôle qu'a la ville pour son futur et comment urbaniser et développer cette ville de manière harmonieuse et garder un fil conducteur qui est la qualité de l'espace dans lequel nous vivons, tout en respectant les acquis, mais aussi tout ça en assumant notre responsabilité du futur dans la densification de cette cité. Donc c'est des engagements relativement importants qui se prennent pour 27 communes. Ça touche beaucoup de territoires. En ce qui concerne la ville de Lausanne, on est en train réévaluer l'affectation des sols sur environ 300 hectares. Cette partie de territoire qui est la vôtre, qui est le projet sur près de Vidy, c'est environ 9 hectares. Et le projet Métamorphose, c'est pas loin de 100 hectares pour vous avoir une petite dimension des projets qui se développent sur la ville de Lausanne. Donc le projet Métamorphose, c'est sur le plateau de la Blécherette, essentiellement sur ce site-là, là étant le stade actuel, et l'aérodrome étant situé ici. Donc vous voyez ici le parc des sports de la Tuyère, l'écoquartier des Plaines du Loup, un réseau de transport public qui va en direction de la gare de CFF qui est appelé M3, le réseau existant qui est le réseau CFF, le futur tram, le LEB, et puis cette partie de territoire qui est conséquente. Les près de 9 hectares, ça touche essentiellement ce secteur dit des jardins familiaux ou la propriété de chance, mais bien sûr il y a une connexion à tous ces projets, la rénovation de la STEP et autres. Ici, vous avez encore le M2. Voilà enfin l'état de la situation. Depuis qu'on s'est vu, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites puisqu'il y a eu de nombreux concours qui ont été jugés. On vous a présenté une fois un peu l'évolution du site du plateau de la Blécherette. C'est le premier lauréat de concours. Il y a un deuxième lauréat de concours, c'est tout le développement de la Tuyère. Et là, on est à la fin d'un autre concours qui est le site de près de Vidy. Voilà, l'objectif c'est de travailler ensemble le développement de projets cohérents pour le développement de notre cité au sens large. On dit que Lausanne et son agglomération, c'est ces fameux 26 communes qui travaillent tous ensemble pour essayer de développer harmonieusement notre territoire. C'est la chance de pouvoir moderniser toute une série d'équipements publics, en particulier le chapitre sport, mais c'est aussi, en ce qui concerne les activités à caractère public, on pense au milieu scolaire en particulier, voire l'accueil tant de la petite enfance que des personnes âgées. Le défi, c'est d'accueillir cette population dans la ville et non pas sur les zones rurales et de détruire tout le paysage magnifique qu'on a aux alentours de notre région. En termes de pourcents, si vous avez 1% par année de population supplémentaire, sachant qu'actuellement dans le canton de Vaud, nous sommes 700 000, eh bien, ça fait 70 000 personnes dans les 10 prochaines années à accueillir si on continue avec un même taux de croissance. Alors le 1%, c'est, disons, le chiffre théorique qu'on a utilisé il y a bientôt 10 ans. Mais quand vous avez des chiffres qui dépassent les 1% et on a atteint près de 2% les 2 dernières années, vous voyez que plus on prend du retard, plus c'est difficile de répondre justement à l'engagement que doit avoir l'autorité politique pour accueillir ces populations résidentes, auxquelles ça rajoute bien sûr tout le caractère de l'emploi, puisque vous avez quasiment 1,6 habitants par emploi. Donc là, bien sûr, on va avec l'autre. Donc si on crée de l'emploi et de la richesse, il faut être attentif justement au développement de nos infrastructures. Voilà, donc c'est la construction de nouveaux quartiers qui sont entre autres sur le site de Métamorphose. Là, je vous ai parlé que d'une partie de la ville qui est en mutation. Voilà, c'est un enjeu économique important pour l'attractivité de la ville-centre qui est Lausanne et son agglomération.
mais on peut aussi parler de la métropole lémanique, de Genève à Lausanne. Il y a un défi important, tout comme il y a un défi important de Lausanne, tant en direction de Fribourg et de Berne que de Neuchâtel, que la région du Chablais. Il faut savoir que ces réflexions urbaines que nous avons, elles ne sont pas spécifiques à la région lausannoise. La région de Gland-Aignan fait le même type de développement, la région d'Yverdon fait le même type de développement, la région de Vevey-Montreux fait le même type de développement et la région du Chablais fait le même type de développement. Bref, nous ne sommes pas tout seuls à faire ce type de réflexion. On a un engagement important, nous les autorités, à avoir vis-à-vis de notre population pour construire notre avenir. Donc le partenariat avec notre population est indispensable. Donc ce type de séance publique est importante parce que vous avez une réaction par rapport à ces projets. Ces projets-là sont des développements d'idées et il y a toute une série de processus qui vont se développer pour aboutir un jour à des travaux. Certains voudraient tout de suite, d'autres ne veulent rien du tout. Bref, on a trouvé la solution tous ensemble. Voilà. Dans les personnes qui nous accompagnent dans cette démarche, donc il y a la municipalité Incorpore. Ce soir, vous avez 3 représentants de la municipalité. Pourquoi? Parce que tant dans le chapitre du sport en particulier, tant dans le chapitre du logement que du chapitre de l'aménagement du territoire, les 3 municipaux qui sont ici présents, par M. Villaumier, Junot et moi-même, sommes les leaders politiques de toute une série de services. Ce soir, ici, il y a de nombreux services présents. Mais en ce qui concerne le projet Métamorphose, je me permets de vous présenter quand même quelques personnes qui nous accompagnent, de l'administration qui pilote ce projet. Donc c'est M. Imhoff qui sera en poste depuis le 1er avril de cette année, M. Duteil qui est le planificateur qui l'accompagne dans cette démarche, ainsi que toute une série de personnes chefs de service. Excusez-moi, mesdames, elles sont nombreuses, puisqu'il y a le chef de service du logement, chef de service de l'architecture, chef de service d'urbanisme, chef de service de route et mobilité. Et puis on a un chef de projet local, je vais demander de se lever, qui vient d'arriver aussi de nous accompagner, voilà, M. Van der Bosch, qui est le chef de projet du site. Voilà. Donc c'est des noms que vous risquez d'entendre à futur, qui vont prendre contact de ci et de là avec les uns et les autres. Voilà, tout ça pour dire que Métamorphose, ce n'est pas une autorité. Métamorphose, c'est les gens qui composent la cité. Bref, c'est nous tous, avec ce programme que je viens de parler, essentiellement cette rénovation des équipements sportifs, ces quartiers haute valeur ajoutée, la problématique des déplacements et la participation active de notre population. Rappelant que l'organe décisionnel, c'est le conseil communal. Donc, c'est les élus que vous avez choisis il y a bientôt une année, d'accord, qui prend la décision finale. Ben, ils se basent justement sur les réflexions qu'on a tous ensemble et c'est eux qui décideront en finalité du développement de cette cité. Donc on a 3 sites. Ce programme se retrouve ici sur le site de Predvidi. Vous l'avez ici synthétisé avec l'autoroute qui est là. Vous êtes habitant de cette partie de ville. Rappelant qu'en développement sur cette partie de territoire, il y a également toute la rénovation de la STEP. Donc à la fin de l'année, en principe, ou plus tard au début de l'année prochaine, le conseil communal sera muni d'un préavis pour la rénovation complète de la STEP. Comme ça, je réponds déjà à une question quid de ce développement par rapport à la STEP. Oui, je vois d'ailleurs des acteurs de la STEP, puisqu'il y a des ouvriers qui sont ici présents. Donc c'est un projet très très conséquent. Donc qu'est-ce qu'on aura à faire dans le court terme? C'est d'affecter les sols. Quand on affecte les sols, on doit avoir aussi la conséquence de toute la problématique de l'environnement, la problématique du bruit, du nombre de voitures et choses comme ça, et le complément des équipements publics doit être traité dans un processus. C'est exactement le même type de processus qu'on a engagé quand on a déplacé les jardins familiaux. On a fait justement l'impact sur l'environnement de ce déplacement de jardins familiaux qui aujourd'hui se situe ici. Voilà. Et puis, cette problématique de la mobilité nécessite des investissements coordonnés avec le canton comme la Confédération. On est le long d'une autoroute. Et tous les acteurs, que ce soit du canton ou de la Confédération, participent à ce développement de projet. Il en est de même sur le site de la Tuyère, où vous avez peut-être entendu parler le déplacement des terrains de faute qui sont sur le plateau de la Blécherette, qui irait à proximité de l'aéroport, un déplacement aussi d'une route cantonale et un aménagement à caractère sportif très important se développe. M. Villaumier donnera plus de détails sur ces 2 projets que je viens de citer. Et puis le grand projet où on accueille passablement d'activités, entre autres de logements, puisque là c'est la prédominance d'activités, vous le retrouvez sur le site du plateau de la Blécherette, où là M. Junot donnera sans aucun doute plus d'éléments. Voilà. Donc on a fait, pour ce qui est du site ici, énormément de travail. Le 15 novembre 2010, c'était la séance publique que nous avions ici. On vous annonçait le lancement d'un concours relativement complexe, puisque dans ce concours étaient associés 4 investisseurs. Il y a un partenariat public-privé. On a beaucoup travaillé avec les 4 groupements retenus. C'était groupes de la construction et des groupes financiers relativement importants. On a fait un appel à la profession. Il y a beaucoup de bureaux d'architectes qui ont répondu, 34 de mémoire. On en a retenu 16.
16 équipes pluridisciplinaires qui nous ont fait des propositions qu'on a analysées au mois de septembre et au mois d'octobre. Voilà, c'est les 2 grosses séances que nous avons eues. Pourquoi 2 séances? Parce que c'est des projets qui sont énormes. Il faut savoir que ces professionnels qui ont travaillé pour compte d'auteur, qui ont fait 2 à 3 000 heures de travail, nous font des propositions avec des professionnels. Nous avons analysé tout ça, nous avons posé des questions à des experts. Ces experts nous ont donné des réponses. Au mois d'octobre, on est allé plus loin dans la réflexion. Et suite à cette séance au mois d'octobre, c'est environ 60 personnes qui travaillaient ensemble. J'étais avec M. Villemé pour diriger ces séances. Et puis, on a vu qu'il y avait 2 projets qui avaient des typologies particulières. On a demandé à 2 auteurs d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion. Et c'est au mois de janvier où le collège d'experts a fait l'analyse finale de tous les projets présentés. Bref, il y a eu un lauréat qu'on va vous présenter. Et vous avez vu quelques images dans la presse, puisque le 15 février, nous avons dévoilé les lauréats du 1er au 5e. Et on va vous présenter plus particulièrement celui-là. Voilà, le premier prix et ce projet que vous avez vu dans la presse, et on va vous présenter progressivement ce projet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Olivier Français. Mais avant de vous présenter directement ce projet, on passe la parole à Marc Guillaumier, effectivement, municipal de la sécurité, mais des sports également. Merci, bonsoir à tout le monde. Très content de passer ce moment avec vous dans cette salle. J'y viens de temps en temps pour fêter, pour assister à des animations, pour y débattre. C'est un lieu vivant à Lausanne grâce à ses habitants, aux bénévoles et aux professionnels qui font vivre ce lieu. Merci à vous tous d'être là. Le sport à Lausanne, c'est quelque chose d'important. C'est même un pôle complet de développement de la ville avec ces 4 piliers que je vais rapidement vous énumérer. Le premier pilier, c'est que Lausanne a la chance. C'est une des raisons pour lesquelles Lausanne est connue loin à la ronde. C'est le statut de capitale olympique avec 20 fédérations sportives que l'on siège ici, 20 autres associations que l'on siège ici. C'est des emplois, c'est des congrès, c'est toute une série d'activités qui font rayonner notre ville et dont bénéficie l'entier de la population. Le deuxième pilier, c'est les clubs. Et pour la municipalité, c'est l'aide aux clubs et notamment aux jeunes qui sont dans ces clubs. C'est 225 clubs, c'est 75 sports différents avec une volonté de la municipalité d'aider le plus possible ces clubs par rapport à la mise à disposition d'infrastructures, mais aussi des aides financières pour l'encadrement des jeunes et des juniors. Troisième pilier, c'est les manifestations sportives, les manifestations régulières, souvent avec un caractère très populaire, comme les 20 km de Lausanne, avec 18 000 participants, des gens qui font 2 km, des gens qui en font 20, des gens qui font le tour en 1 heure, d'autres qui font 5 heures pour faire le tour, donc très différents, qui s'adressent à tout le monde. C'est le marathon de Lausanne, c'est les 24 heures de la natation, c'est la journée du vélo, etc. Mais aussi des manifestations ponctuelles. Toutes les années, on essaie d'avoir une manifestation internationale. C'était Gymnastrada l'année passée. Ce sera cette année, notamment au mois de juillet, le championnat du monde de course d'orientation. Le quatrième pilier, ce sont les infrastructures sportives. Et là, on doit avouer qu'on a un retard très important dans le domaine des infrastructures. Il n'a plus rien été construit à Lausanne depuis très longtemps, puisque le dernier équipement d'importance cantonale ou régionale ou cantonale, c'est la patinoire de Malais qui a été construite il y a plus de 35 ans et qui nécessite déjà un certain nombre de travaux de rénovation. Mais là, on a un retard énorme et par le projet Métamorphose, la volonté de la municipalité, des clubs, de ceux qui font du sport, c'est de rattraper un bout de ce retard. Alors, la parcelle, bien sûr, vous la connaissez parce que vous habitez pour la plupart à côté. C'est cette grande parcelle qui fait entièrement propriété de la ville, qui fait 8,7 hectares, donc au nord de l'autoroute, à côté de votre quartier, au sud de la route de Chavannes. Bien sûr, vous voyez où ça se situe. Alors, un concours, ça a été dit par mon collègue français, avec 2 objectifs. Dans ce concours, il y a eu un concours d'architecture où on a demandé aux concurrents un certain nombre de choses, un programme public. C'est ce que je vais vous présenter en quelques mots tout à l'heure. Et il y a eu une deuxième partie de ce concours, c'est un concours d'idées, parce que sur toute une partie de la parcelle, on va construire un certain nombre de choses de manière privée, et ce programme privé devrait payer un bon bout du programme public. Alors, en ce qui concerne le programme public, on peut dire que sur la parcelle qui est à côté de chez vous,
tout le concours fait la partie belle au sport et à tout ce qui est sportif. Puisque nous avons demandé aux concurrents, c'est notamment de nous faire des propositions pour construire un stade de football. Une explication là-dessus, le tout départ de Métamorphose, c'était en 2006, c'était de dire à Lausanne, on doit pouvoir, comme c'est le cas de la plupart des autres villes, à Genève, à Bâle, à Berne, à Saint-Gall et dans bien d'autres villes, on doit pouvoir avoir un vrai stade de football à l'anglaise où les spectateurs sont près des joueurs pour augmenter l'ambiance et l'intérêt de ces matchs. Mais en même temps, un stade raisonnable au niveau de sa taille. Au début, certains voulaient qu'on fasse un terrain comme à Genève, avec 35 000 personnes, alors qu'à Berne, il y a aussi un grand stade comme ça. On s'est dit non, on a fait des recherches pour voir combien il y avait de spectateurs quand Lausanne Sport était en Ligue supérieure. C'est pas si vieux, enfin, ils en sont de nouveaux, mais ils étaient il y a encore une dizaine d'années. Ils se bagarraient pour être champions en Suisse. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait une moyenne de 10 à 11 000 spectateurs. Donc, avec 13 000 spectateurs, il nous semble que c'est un stade entièrement suffisant pour une bonne activité du club local. Le terrain de football, un vrai terrain de football à l'anglaise. Deuxième chose qu'on demandait dans le concours, c'est un équipement sportif. Ça fait 20 ans qu'un tas de milieux nous le demandent, que ce soit les écoles, l'université, les apprentis, les clubs sportifs, et puis tous ceux qui aiment nager aussi simplement pour le plaisir, c'est doter Lausanne d'une vraie piscine olympique. Et la volonté municipale des autorités, c'est de construire une piscine précisément olympique avec un bassin de 50 mètres qui permet les compétitions et les vrais entraînements, avec un bassin qu'on appelle non-nageur pour diverses activités sportives, pour apprendre la natation, mais aussi pour l'aquagym et d'autres activités de natation, avec une pataugeoire pour les tout-petits, mais aussi une fosse de plongeon, parce que peut-être qu'on ne le sait pas, mais à Lausanne, au niveau suisse et voire au niveau international, il y a des excellents compétiteurs en termes de plongeon, puis déjà aussi qui plongent, pas seulement politique, mais aussi en matière de piscine. Et l'idée, c'est d'avoir une vraie fosse de plongeon avec un tremplin de 10 mètres, 25 mètres, 3 mètres et de 1 mètre. Autre chose qu'on a demandé aux concurrents, c'est qu'on a, à côté du stade de la Pontaise, ce qu'on appelle le CSEL, le Centre Sport-Études de Lausanne. C'est un institut qui héberge des jeunes qui font du sport, en même temps qui fait l'école, et en même temps, il peut faire du sport l'après-midi. C'est 28 internes et 70 externes. Le service des sports, aussi qui est dans le stade de la Pontaise, va déménager ici, et le groupe d'entretien du service des sports, c'est-à-dire c'est des gens qui entretiennent toutes les surfaces sportives, et aussi été mené dans le concours, un parking relais et un bâtiment scolaire, puisque et à la Bourdonne est ici, et dans le quartier qui va vous être présenté tout à l'heure, il y aura des gens qui vont y habiter. Il faut aussi bien sûr des bâtiments scolaires pour que les enfants puissent aller à l'école. Donc vous le voyez, sur le plan sportif, un projet ambitieux, et on pense que à terme, ce sera vraiment un des équipements phares qu'il y aura à Lausanne. On parle beaucoup du stade de football, mais on ne parle pas assez de la piscine, parce qu'en termes d'utilisation de cet équipement, la piscine va être beaucoup plus utilisée que le stade de football, puisque tout un chacun pourra y aller, quelles que soient ses compétences et ses performances en matière de natation. En ce qui concerne le programme privé, donc là il s'agit d'idées pour le moment, et la volonté de la municipalité, c'est d'avoir à côté du stade et de la piscine un vrai quartier avec du logement, avec des bureaux, avec des activités commerciales et aussi de restauration et hôtellerie, c'est-à-dire pas avoir un ghetto soit d'habitation, soit de bureaux, mais d'avoir un vrai quartier avec plusieurs activités. Les logements, bien sûr, chacun connaît la situation, mon collègue Junot en parlera tout à l'heure. 25 000 m² de logement au minimum. Le commerce, on a aussi voulu le limiter, le commerce, parce que l'idée, ce n'était pas de faire forcément concurrence au commerce du centre-ville, mais en même temps aussi dans un quartier avec de l'habitation, le commerce, ça fait partie aussi de la vie de quartier. Donc là, vous le voyez, entre 5 et 15 000 m² de commerce avec 7 500 mètres au plus de surface de vente. En dessous de ce quartier et hors périmètre du concours, on a aussi voulu, on le voit bien sur la maquette là, donc construire une passerelle qui est juste au sud du stade, qui rejoint la steppe. Mais l'idée, c'est de couvrir la steppe, d'une part, pour augmenter le confort
tous les habitants et des promeneurs et des utilisateurs de cette partie de ville, à vos les odeurs, je pense que là, chacun connaît des fois les problèmes qu'il peut y avoir, mais aussi d'utiliser cette couverture pour faire un terrain de football, d'entraînement, mais aussi un équipement sportif éminemment populaire, c'est le boulodrome, où on va couvrir un certain nombre de pistes pour que les gens qui s'adonnent à cette activité puissent non seulement le faire en été quand il fait beau, mais aussi quand il pleut, mais aussi l'hiver. Alors vous voyez, l'idée c'était d'avoir à l'entrée de la ville un équipement phare au niveau lausannois, tout près de chez vous, en fait un peu coincé entre deux équipements qu'on est en train de rénover lourdement. C'est la piscine de Bellerive qui est en travaux maintenant depuis une année, où chaque entre-saison on fait des améliorations, et en 2013 on aura une piscine de Bellerive tout à fait neuve avec des équipements populaires aussi, notamment pour les familles, et aussi là, à côté de chez vous, un équipement phare au niveau sportif, notamment avec le terrain de football et la piscine. Merci beaucoup Marc Viomier. Encore un mot peut-être de Grégoire Junot municipal qui s'occupe de la culture mais aussi du logement. Merci, bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie également d'être venus nombreux ce soir, ça fait très plaisir de voir l'intérêt que suscite ce projet. Alors je ne vais pas être trop long sur le logement parce que ce n'est peut-être pas le point principal du projet que nous discutons aujourd'hui, mais simplement rappeler, Marc Viomier a dit Métamorphose, c'est un projet qui va moderniser nos infrastructures sportives, c'est vrai, et puis Métamorphose, c'est aussi un projet qui va développer de manière très importante le logement à Lausanne, puisque sur l'ensemble du projet Métamorphose, on parle de 2500 à 3000 nouveaux logements à Lausanne. Alors vous connaissez tous la situation qu'on connaît aujourd'hui sur le marché du logement, c'est d'abord extrêmement difficile de trouver un logement, et puis c'est extrêmement difficile de trouver un logement qui soit financièrement accessible. On a un double problème donc aujourd'hui, à la fois de construire suffisamment de nouveaux logements, et puis d'offrir à la population des logements qui répondent à leurs capacités financières, et pas uniquement des logements de luxe, comme malheureusement le marché a de plus en plus tendance à en offrir. Alors l'objectif de Métamorphose, je l'ai dit, c'est 2500 à 3000 nouveaux logements. Pour l'essentiel, c'est des logements qui vont se construire au nord de la ville, dans l'écoquartier, sur les plaines du Loup, donc sur l'emplacement de de l'actuel stade olympique, mais qui sera détruit à l'horizon 2018, vraisemblablement, une fois qu'on aura construit le nouveau et puis qu'on aura développé les terrains de sport de la Tuyère. On pourra développer sur toutes les plaines du Loup un nouveau quartier qui devrait accueillir 2000 à 2500 nouveaux logements. Ce nouveau quartier, précisément, il va viser à bien répondre aux besoins de la population. C'est pourquoi la municipalité a fixé depuis déjà quelque temps une politique dite des 3 tiers, visant à avoir 1 tiers de logements subventionnés, 1 tiers de logements à loyer modéré, contrôlés pour les classes moyennes, et puis 1 tiers de logements qui seront des logements pour des catégories plus aisées ou pour de la propriété par étage. Donc nous avons la volonté, dans le cadre de Métamorphose, d'avoir une politique de logement qui réponde bien aux besoins de la population et puis qui laisse une place importante, vous savez ce que c'est à la Bourdonnette, mais qui laisse une place importante aux coopératives qui sont un acteur important en matière de politique du logement. Alors c'est le premier objectif, c'est construire le logement qui réponde aux besoins de la population. Puis le deuxième objectif, c'est de construire des logements qui soient durables, c'est-à-dire des logements qui soient les meilleurs possibles du point de vue écologique. Et c'est bien le but de l'écoquartier que nous allons développer aux Plaines du Loup, c'est d'avoir un quartier qui soit exemplaire sur le plan écologique. Maintenant, si on parle de Métamorphose Sud, plus précisément, et des prés de Vidi, les choses sont un petit peu différentes. Monsieur Viomier l'a évoqué tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut le dire plus simplement, le nouveau stade et la piscine, ça va coûter cher, ça va même coûter très cher, et il faudra bien financer ces équipements. Et effectivement, le programme de logement et d'activité, les bâtiments qui vont être construits à côté du stade et à côté de la piscine, ils auront aussi pour but de pouvoir amener de l'argent qui permette de financer une partie, ou si possible la totalité, des investissements qui vont être réalisés en matière d'infrastructures sportives. C'est pourquoi le programme qui va être développé sur Métamorphose Sud, que vous voyez sur la maquette et dont les architectes vont parler tout à l'heure, est un programme qui sera un petit peu différent. Il y aura plus de place pour des activités économiques, des activités commerciales également, même si on ne souhaite pas
de grands centres commerciaux sur les près de Vidi. Il y aura quand même une partie d'activité commerciale, beaucoup de parties d'activité, et puis une partie aussi de logement, avec là aussi une partie de logements qui seront réservés pour des logements à loyer contrôlé, mais ce sera sans doute une proportion plus modeste que celle que nous aurons sur le nord de la ville, aux Plaines du Loup. Tout ça reste encore à discuter, c'est pourquoi les choses sont encore assez floues s'agissant du logement au sud. On parle d'une fourchette de 200 à 850 logements. On a en gros 100 000 m² de surface à disposition. Bon, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais sur ces 100 000 m², on ne sait pas encore quels seront les équilibres finaux en matière de logement, en matière de zones d'activité, de zones d'hôtel ou d'activité commerciale. Tout ça reste encore à définir. Comme l'a dit M. Marc Viomier, autant le projet de stade et de piscine était un concours d'architecture, ce qui signifie que nous avons un projet qui certes va peut-être encore un peu évoluer, mais qui est un projet extrêmement bien abouti. Pour tout ce qui touche le programme de construction, de logement et d'activité, on était sur un concours d'idées où beaucoup de choses vont encore pouvoir évoluer. Pour ça, c'est très utile d'avoir la séance qu'on a ce soir, parce qu'elle va aussi permettre d'avoir un retour de votre part sur ce projet, à la fois sur ses aspects d'infrastructures sportives, mais aussi sur son volet logement et activité. Et puis, comme ça a été évoqué par M. Français en introduction, Métamorphose, c'est aussi la volonté d'avoir tout au long du processus une démarche participative, ce qui signifie que là aussi, dans la conduite de ce projet et la réalisation de ce nouveau quartier, on sera soucieux d'avoir une démarche participative qui associe notamment les quartiers voisins. Et les quartiers voisins ici, c'est évidemment le quartier de la Bourdonnette. Je terminerai en disant un mot qui a déjà été évoqué mais qui est très important. Le nouveau quartier qui va être construit, la nouvelle piscine, le stade olympique, ça va être le prolongement de la Bourdonnette. Avec la passerelle qui sera construite à la station du M1, vous aurez réellement un quartier qui va se prolonger avec un accès direct depuis la Bourdonnette, à la fois à la piscine et puis à tout le nouveau quartier qui va se développer. Et ça, je crois que c'est très important de le dire. C'est un vrai changement de la ville avec la création d'un nouveau quartier à côté de chez vous. Voilà, je vais m'arrêter là, qu'on puisse en donner aussi la parole aux architectes qui vont vous présenter le projet en détail et puis ensuite entendre vos questions. Merci. Grégoire Junot. Merci aux représentants de la municipalité. Voilà. Merci aux représentants de la municipalité. Ils ne sont pas politiciens pour rien. On leur avait accordé 5 minutes par personne. Ils ont explosé le temps de parole, les trois, dans des proportions assez égales. Vous êtes plutôt bons. On va voir si du côté des architectes, qui ont un petit quart d'heure pour vous présenter, qui ont un quart d'heure normalement pour vous présenter ce projet, eh bien vous aussi vous respectez votre temps de parole. Monsieur Jean-Baptiste Ferrari, je vous laisse peut-être vous présenter ainsi que la personne qui est avec vous. Merci Monsieur Gaspari. Bonsoir. À tous. C'est évidemment un grand plaisir d'être là ce soir pour vous présenter notre projet. Mais avant de présenter un projet, je pense qu'il est utile de présenter les auteurs du projet. Et comme c'était le travail d'un team, comme vous l'avez peut-être vu dans la presse, je vais donner la parole maintenant à quelqu'un qui est venu de très loin, qui a eu des tribulations assez énormes pour venir de Berlin aujourd'hui, où il y a une tempête de neige. Et finalement, il est arrivé ventre à terre. Donc je vais donner la parole à Christian Spenker, qui est architecte au bureau GMP à Berlin, qui va tout d'abord présenter son bureau. À toi. Bon. Merci Jean-Baptiste. On se tutoie depuis 5 minutes. C'est super. Et vous permettez que je reste assis parce qu'il faut que je reste près de mon texte, parce que je ne veux pas parler librement, ça va vous ennuyer. Alors je m'assieds. Je suis par contre assez long, grand, que vous voyez quand même. Alors, je m'appelle Christian Spenker, je suis avec GMP depuis plus que 10 ans maintenant. J'étais responsable pour ce concours qui a finalement gagné après le deuxième tour, le premier prix. Il faut vous dire que nous sommes très heureux d'avoir gagné ce prix parce qu'au cours de travailler avec le bureau de Ferrari, on est venu 2-3 fois à Lausanne et on est tombé amoureux de votre ville. Et je crois que ça, c'est une super base pour une réalisation d'un projet pareil. GMP était fondé 47 ans avant et a maintenant environ 500 collaborateurs et plus que 10 bureaux dans le monde. Comme vous voyez très bien sur cette carte, une de nos principaux lieux d'action, c'est la Chine. En Suisse, on est la première fois, ça, il faut vous dire, c'est la première fois que nous travaillons en Suisse. Cette image vous montre 15 ans d'expérience dans la réalisation des stades. C'est pour ça qu'on s'est associé avec le bureau Ferrari, parce que là, on prend vraiment le know-how. Et surtout la diversité de formes possibles dans cette architecture.
À haute, à gauche, le stade olympique de Berlin avec l'ouverture pour le marathon. C'était notre premier projet du stade et le résultat aussi d'un concours gagné. Et qu'est-ce qu'il y a encore une image de notre agence, je crois, à l'intérieur. Voilà, ça c'est une vue intérieure de notre agence. C'est dans tous les bureaux d'agence d'architecture, un mélange d'un ordre structurel avec une chaos contrôlé. Et en bas, l'équipe du concours qui a le grand honneur de ne pas être chez vous ce soir. La semaine passée, elle était avec vous. Bon, je crois que ça c'était tout ce qu'il fallait dire sur mon bureau. Merci Christian. On continue rapidement la présentation. Mon bureau existe depuis plusieurs années sur la place de Lausanne. Il comprend aujourd'hui une trentaine de collaborateurs d'horizons culturels divers et variés, ainsi que 2 jeunes associés qui sont assis parmi vous ce soir. Nous cherchons à être actifs dans le domaine des concours d'architecture, car c'est là où le succès apporte la crédibilité et le mandat. Pour ce soir, pour ce concours, nous avons mis en place, comme l'a dit Christian Spenker, un partenariat avec une agence internationale réputée expérimentée dans la construction de stades, en apportant notre sensibilité et notre connaissance de la couleur locale. Voilà une partie de l'équipe. Le 3e membre du team, parce que je crois qu'aujourd'hui on ne peut plus faire un projet avec une architecture de qualité sans un bureau de paysagisme, nous sommes allés le chercher à Zurich, c'est le bureau Hager Partner, qui n'est pas présenté ce soir, certains d'entre vous peut-être le connaissent. C'est, à mon avis, le plus grand bureau de paysagisme de Suisse, puisqu'il compte une 40aine de collaborateurs et gagne apparemment de nombreux concours. Il semble que ça continue. Maintenant, voilà le bureau Hager, voilà le fondateur, M. Hager. On va passer à la présentation rapide, comme a dit M. Caspary, du projet. Merci. Au début du concours, nous n'étions pas des connaisseurs de Lausanne, même pas du tout, et de sa structure urbaine. Mais en regardant le site par Google Earth, nous avons très très vite compris qu'il s'agit d'un terrain très stratégique et important pour le futur du quartier. D'une part, le potentiel du site et du complexe sportif d'être le point de départ d'une transformation durable et devenir l'articulation entre les quartiers voisinés. D'autre part, la possibilité de réussir une véritable entrée ouest de la ville. Nous avons voulu créer une adresse significative pour la ville de Lausanne. C'est pourquoi nous n'avons jamais mis en question la position du stade dans l'angle des 2 grandes routes et près de l'autoroute. Voilà, maintenant c'est le complexe sportif. Déjà, c'est pas... On va parler un peu du nouveau quartier. Voilà. Deux mots sur le nouveau quartier, en prenant une vue un peu plus large du territoire. Le futur quartier, comme le complexe sportif, cherche à désenclaver le site des Prés de Vidi en le reliant à un contexte plus large. Il veut s'articuler entre la ville et le parc Bourget que tout le monde connaît ici. Les futurs volumes s'organisent dans une matrice régulière, c'est ce qu'on voit avec ces petits carrés et les espaces verts, qui libèrent, et cela est important, un maximum de surface au sol pour des espaces de rencontre. Il n'y aura pas de circulation de voitures en surface. Ce sera donc un quartier entièrement dédié à la mobilité douce, aux piétons et aux vélos. Les hauteurs variables que vous apercevez au fond sur la maquette favoriseront les dégagements visuels, notamment la vue sur le lac depuis les niveaux supérieurs. 2 mots maintenant sur le projet, et je repasse le micro à Bon, le concept de ceinturer les 2 majeures fonctions du programme public dans un bâtiment solitaire était la geste qui nous a permis de créer un édifice plus puissant et emblématique. L'ellipse du stade est couronnée par un anneau habité qui devient à l'est la structure du piscine. L'idée, peut-être la prochaine image. L'idée, c'était de faire venir le parc jusqu'au stade, et le stade devient un point de repère dans le parc depuis le lac Léman. L'ouverture sur le sud va mettre en scène les paysages proches et lointains jusqu'aux Alpes françaises. La forme circulaire, il n'y a pas une deuxième image, voilà. La forme circulaire contient surtout les 2 équipements sportifs, le stade de football avec 13 000 places assises et la piscine olympique composée de 3 bassins.
Grâce à la forme circulaire, l'édifice offre des possibilités d'accès sur l'ensemble de son pourtour. La dernière, si la coupe est encore dans la présentation. Ouais. Et on coupe. Il n'y a plus de coupe. Voilà, il n'y a pas de coupe, alors il ne faut pas parler de coupe. Bon, merci. Bon, peut-être pour enchaîner, puisqu'on a un petit peu changé la présentation depuis la conférence de presse, pour dire que la hauteur du bâtiment sur l'avenue du Chablais ne dépassera pas 12 mètres. Et je pense que c'est un point aussi qui a été apprécié par le jury. 12 mètres, c'est 4 étages, donc R+3. Ce sera la vue et la perception que les automobilistes rentrant à Lausanne ou circulant dans ce quartier auront. Donc un bâtiment, malgré son ampleur et son emprise très forte, relativement bas. On voulait également vous dire 2 mots sur la mobilité et les flux, rapidement. J'espère que je suis encore dans les temps. Le concept de départ crée une hiérarchie entre les différents flux, ce qui est important pour les séparer. Évidemment, à partir de la situation engorgée que tout le monde connaît sur le site, notre projet propose 3 liaisons piétonnes nouvelles pour alimenter le site et le connecter. La première, c'est la passerelle dont on a déjà parlé et que vous avez certainement vu sur la maquette, qui va relier le site à la gare du M1 et à la Bourdonnette, liaison qui évidemment fonctionnera dans les 2 sens. Le deuxième, c'est la passerelle qui va relier le projet aux rives du lac. Et le troisième, c'est la liaison avec le tissu existant à l'est. Je le répète parce que c'est important, l'ensemble du site est réservé en surface aux piétons. Ce qu'on voit bien sur cette illustration. Un mot sur les voitures. Ils bénéficieront d'un parking P+R de 1200 places qui sera situé sous le terrain de football, que vous devinez ici, sous l'anneau. Ce parking sera branché directement sur l'autoroute par un nouvel accès qui va ainsi décharger les parties du réseau que l'on connaît comme saturées. Je vous montre rapidement la sortie du P+R et le nouvel embranchement proposé pour se remettre sur l'autoroute en sortant du P+R. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le système de circulation prévoit également un fonctionnement pour les bus navettes, pour les spectateurs, pour les cartes supporters, ainsi que, évidemment, pour les joueurs. Pour terminer, 2 mots sur la partie que Aguerre présente normalement, c'est-à-dire la contribution du paysagisme, qui est aussi un point qui a été extrêmement apprécié dans le rapport du jury que vous pouvez voir. C'est cette liaison avec la percée naturelle qui existe entre le stade, la passerelle et puis le parc Bourget. Pour ceux qui se promènent de temps en temps dans le site, ils reconnaissent certainement cette partie. Le travail paysager visera à créer des ambiances. Là, vous avez quelques illustrations des éléments qui seront constitutifs du caractère de ce quartier, que ce soit dans les espaces extérieurs qu'on voit ici ou dans les cours qu'on a montrés tout à l'heure, entre les différents bâtiments hauts qui accueilleront, comme l'a dit M. Junot, des activités à des proportions variées entre le logement, le bureau et les hôtels, les commerces. Donc il était important pour nous de respecter ce cahier des charges de 100 000 m², mais en même temps de dégager des espaces de rencontre pour la sociabilisation. Merci beaucoup, Monsieur Ferrari. Encore un tout petit mot avant de passer aux questions. Monsieur Français, il y a encore un certain nombre d'étapes. Là, on a vu des belles images pour que tout ceci se réalise. Si bien sûr il n'y a pas de problème, qu'est-ce qui doit encore se passer? Alors, il y a beaucoup de travail. D'abord, il faut bien se rendre compte que les projeteurs qui viennent vous présenter le projet ont travaillé jusqu'à présent pour compte d'auteur. Donc, ils ont fait une proposition sur la base d'un programme. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qu'on a relevé dans le jury avec mon collègue M. Viomier, c'est la qualité architecturale et l'intégration de l'objet dans l'espace et du quartier et à la dimension de ce quartier. Ça, c'est quelque chose de conséquent. Et puis, au niveau technique, tout ce qui est du chapitre de la mobilité, entre autres, l'entrée et la sortie de ce parking, qui doit encore être quantifié en nombre de places, correspond très exactement aux exigences de l'Office fédéral des routes. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis maintenant, il y a un échange avec notre population, avec les différentes associations et le conseil communal pour aboutir à ce qu'on appelle l'affectation du sol par rapport au projet tel qu'il est présenté
et l'évolution qui va être faite par les projeteurs. Voilà, donc ça c'est un gros travail qui va être fait dans cette année 2012. Il y a aussi la planification financière de la commune, parce que ces grands projets que vous avez, ce stade de foot, cette piscine, cet équipement privé, tout le chapitre logement et place de travail sur le plateau, ainsi que les équipements sportifs, eh ben, il faut faire un équilibre financier. C'est un gros travail que nous avons commencé en début de législature avec nos 7 collègues, enfin nos 4 collègues, puisqu'on est déjà 3 là. Et puis c'est un travail qu'on va achever en principe ce printemps pour ordonnancer les différents travaux. Mais sur le sujet plus particulièrement des prêts de Vidi, le gros travail technique qui va être développé, en plus bien sûr de cette garantie en guillemets du programme, eh ben, c'est de faire ce qu'on appelle l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est toute la conséquence d'une inondation sur le site et de prendre tous ces chapitres. La référence, c'est l'ordonnance sur la protection du bruit, l'ordonnance sur la protection de l'air, et puis bien sûr le chapitre paysage qui doit être traité. Et ça fera un document relativement conséquent. On va comme ça quantifier et donner les volumes sur le territoire, et on mettra à l'enquête publique. Voilà, c'est un dossier qui normalement pourrait être mis à l'enquête publique selon l'évolution de nos échanges durant de l'année prochaine. Quand on a fini cette étape-là, c'est le conseil communal qui se déterminera et qui donnera sa réaction globale par rapport au projet, par rapport à ce qui a été proposé, mais surtout s'il y a des oppositions ou des remarques à ce projet-là. Cette étape étant terminée, il y a la possibilité de recourir au tribunal, mais surtout de développer le projet concrètement et d'arriver à ce qu'on appelle à la mise à l'enquête. Donc cette première étape est très technique, mais elle est très très importante parce qu'elle le quantifie la globalité de ce projet et le programme. Voilà. Donc on va travailler avec le canton, on va travailler avec l'autorité fédérale, puisque ce autoroutier est cofinancé par la Confédération, et on devrait aboutir à fin 2013 à cette étape définitive de projet. Voilà. Parallèlement, il y a des investisseurs qui collaborent avec nous. C'est vrai qu'on est dans la phase dite de risque de projet, parce que tant qu'on n'a pas affecté les sols, eh ben, on ne peut pas continuer l'échange qu'on a avec nos investisseurs. Mais dès que cette étape est terminée courant 2013, on pourra reprendre l'échange avec les investisseurs et d'avoir la réponse financière et du partenaire qui travaillerait avec nous. Ça, c'est une étape dite 2013. Voilà, c'est nos objectifs que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer en particulier en 2012 ? Eh bien, vous avez entendu parler, peut-être vous ne l'avez même pas entendu, mais en tout cas ça a été exprimé par la presse, il y a eu écho, c'est qu'il y a des fouilles archéologiques sur le site. Il faut bien se rappeler que sur le bâtiment où aujourd'hui il y a le centre administratif qu'on appelle Zurich Assurance, à l'époque on avait déjà trouvé des traces de la présence essentiellement romaine sur cette partie de territoire. Eh bien, on sait, et on a pu d'ailleurs le découvrir il y a 2 ans, et encore en particulier l'année passée, que cette trace romaine est bien présente aussi sur cette partie de territoire. Et sous l'autorité de l'État, nous engageons des travaux relativement conséquents pour continuer les fouilles archéologiques. Alors aujourd'hui, il y a une occupation illicite sur cette partie de territoire. On traite cette problématique et dès le printemps revenu, nous allons développer les fouilles archéologiques sur l'année 2012, sans aucun doute sur l'année 2013, parce que les traces sont quand même relativement importantes et il est important de répertorier la trace historique de ce site. Et si par hasard il y a un site très particulier à conserver, bien sûr le projet prendra compte de cette particularité. Voilà, en termes de travaux, les projections, puisque si on finit l'affectation de la partie administrative et politique en 2013, on ose penser avoir le permis de construire pour 2015 et entamer les travaux entre 2015 et 2018. Voilà en gros la planification telle que nous l'avons. Merci Monsieur Français. 2018-2019 pour la réalisation de ce qu'on a vu en images. Voilà, alors ils sont tous là, hein, les politiques, les concepteurs, il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont de l'administration qui peuvent répondre à des questions techniques. J'imagine que vous avez des questions, c'est toutes sortes de questions concernant le quartier, concernant le projet, concernant ce qui a été dit ou pas, parce que peut-être tout n'a pas été dit. Qui va être la première personne à poser une question ? Madame. Je me demandais en fait comment... Je vous ai vu, monsieur. Est-ce que vous allez faire pour rentabiliser en fait tout ce quartier ? Parce que vous parlez en fait d'un projet qui coûte très très cher, et puis justement de mixité de revenus. Vous avez aussi dit que vous n'allez pas mettre de centre commercial. Comment est-ce que des commerçants vont venir
Là, si on ne peut pas leur garantir du trafic, du public, du passage, eux, est-ce qu'ils y trouveront leur compte? Voilà. Comment est-ce que vous envisagez ça? Oui, puis vous en avez une autre peut-être, comme ça on peut peut-être répondre. Je pose tout d'un coup. Oui, enfin ça dépend combien vous en avez. Mais... non, j'ai tout ça. Allez-y avec une deuxième. Monsieur, je vous ai vu, je vous oublie pas. Monsieur, je vous ai vu, je vous oublie pas, vous êtes le prochain. Aussi, alors simplement au niveau de la rentabilité du stade, parce que est-ce que vous comptez le rentabiliser simplement sur les spéculations que Lausanne Sport sera en Super League ou en Champions League, je ne sais pas comment on dit en Suisse, c'est égal, Super League. Donc je ne sais pas si c'est juste des spéculations, puis on compte vraiment sur eux pour que ça nous amène 13 000 spectateurs, ou peut-être qu'on aura des concerts, ou... Voilà. À quoi est-ce que vous avez pensé pour répondre à ça? Je vous propose, on s'arrête là. Oui, pour y revenir en deuxième tour, hein, pas de problème. Pas de problème. Voilà, un certain nombre de questions, Lausanne Sport, aussi les logements, peut-être Grégoire Junot sur la partie logement. Peut-être juste sur l'histoire du financement. Bon, c'est l'objet des études qu'on est en train de conduire, puis qu'on va boucler en principe avant l'été, hein, et dont M. Français a parlé. C'est évidemment un des soucis du projet. Hein. Maintenant, il faut savoir que disons, l'atout qu'a la commune dans ce projet-là, c'est que nous sommes propriétaires de la totalité du sol, en fait. Et qu'évidemment, quand vous développez un projet immobilier, que ce soit un projet de logement, que ce soit un projet d'activité, de bureau, de commerce, d'hôtellerie, eh ben, vous rentabilisez votre sol. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'évidemment, puis vous faites aussi une marge de développement sur le développement d'un projet immobilier. On ne va pas entrer ici dans trop de détails, mais l'idée, c'est que ces montants-là puissent être affectés au développement de l'équipement public. Alors, ce qui reste évidemment à préciser, c'est ce que l'équation tient complètement ou pas. Et ces éléments-là vont être précisés. Mais ce qui est certain, c'est que nous pourrons financer en tout cas une bonne partie des équipements sportifs par le biais des terrains. Maintenant, pour vous répondre précisément sur la question du commerce, ce que nous avons souhaité, ce n'est pas avoir de grands commerces dans cette zone-là, parce que finalement, on ne souhaitait pas développer au sud de Lausanne d'énormes zones commerciales qui finalement auraient fait perdre tous ces atouts commerciaux au centre-ville. Parce que si on fait ça, finalement, les choses ne riment à rien en termes de développement de la ville. Hein. On a toute une volonté depuis quelques années de revaloriser le centre-ville comme zone commerciale. D'ailleurs, c'est une politique qui fonctionne bien. Hein. Aujourd'hui, les commerces au centre-ville se portent plutôt bien à Lausanne. Et on ne souhaite pas les affaiblir en développant d'énormes centres commerciaux, comme on en connaît à l'étranger, en périphérie. Donc ce qu'on souhaite, c'est plutôt une mixité d'activités. Pour répondre aussi à votre question, on a ici un atout quand même en termes d'activité économique, c'est la proximité des hautes écoles, de l'université et de l'EPFL. Et il y a sans doute en la matière, pour tout ce qui concerne les activités économiques, y compris le logement d'ailleurs, passablement de synergie à trouver. Voilà, pour le reste, encore une fois, on est au stade du concours d'idées, les aspects financiers ne sont pas encore bouclés. Puis pour ce qui est des spéculations relatives au Lausanne Sport, je vais laisser mon collègue répondre. Municipal des Sports, Marc Vieumier. Spécialiste de la spéculation. Alors, je vais me contredire Lausanne Sport pour le moment. Alors, pour répondre comme ça, les spéculations de Lausanne Sport, ben le sport, il est ce qu'il est. Hein. Il y a des fois, on est en Ligue supérieure, des fois, on n'est pas en Ligue supérieure. Ça, c'est les aléas du sport. Et le stade que nous construisons, il n'est pas conditionné au fait que Lausanne Sport soit en Ligue supérieure. Bien sûr, ceux qui aiment le football, et j'en fais partie, ben, on souhaite que Lausanne Sport reste en Ligue supérieure et soit toujours en Ligue supérieure lorsqu'on inaugurera le stade. Mais à part ça, on ne peut pas faire une promesse de la municipalité pour dire que Lausanne Sport sera en Ligue supérieure ad aeternam, parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne le sport en général. Je rappelle juste que l'idée du stade, je l'ai dit brièvement dans mon introduction, c'est un stade ambitieux certes, mais aussi convivial et raisonnable au niveau de la taille. Hein. Ce n'est pas 30 000 places, c'est 13 000. Ça fait, lorsqu'il y avait les grosses affluences au stade de la Pontaise, c'était à peu près le nombre maximum de spectateurs qu'il y avait. Puis 2-3 fois, c'était à guichet fermé, mais on ne peut non plus pas construire des places de manière importante, superflues, simplement pour qu'elles soient utilisées 1 ou 2 fois tous les 3-4 ans. Donc c'est un stade raisonnable au niveau de sa taille. Quant à la rentabilité, alors, c'est encore pas décidé, je veux dire, tout le montage juridique qui va gérer le stade. Moi, personnellement, je verrai assez bien que la ville reste propriétaire,
du stade, simplement pour assurer que ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire le sport, ce soit vraiment l'activité principale, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir d'autres activités, des expositions ou d'autres choses de ce type. Mais aussi, ce qui est très important à dire là, c'est que dans l'enceinte du stade, à part la piscine qui fait la demi-lune, il y aura aussi toute une série d'activités. J'ai parlé du centre sport-études, il y aura des locaux de restauration qui seront utiles lorsqu'il y a des matchs ou lorsqu'il y a un championnat de natation, mais qui sera aussi utilisé pendant la semaine pour des congrès, des réunions. Comme ça a été dit, on est à côté de l'EPFL et on sait qu'on a besoin de salles de taille très différentes pour répondre aux besoins de ceux qui organisent des congrès. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir une société dont la ville ferait partie, avec éventuellement le Lausanne Sport, mais aussi des personnes qui sont chargées de faire vivre ce stade le plus possible, à part le football. Mais ça doit d'abord être la maison du Lausanne Sport, avec toute une série d'animations et d'activités qui ont lieu en son sein. Merci beaucoup, Marc Vieumier. Alors, monsieur, là, derrière, qui voulait poser une question, je vous en prie, c'est à vous, monsieur. Oui, alors, je vous remercie. Et comme on dit en Afrique, je vous salue en votre nom et en votre prénom. Merci. Votre question, monsieur. Vous comprenez cela. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité. Vous avez parlé de stade. Jusqu'à présent, vous n'avez pas mis en exergue la valeur de l'homme. Vous avez parlé de technique, vous avez parlé on va faire ceci, on va faire cela. Nous, on est dans le quartier de la Bourdonnette. Le quartier de la Bourdonnette est une entité politique, sociale et religieuse. N'est-ce pas? Donc, il faut en tenir compte. Ce n'est pas tout de construire un stade et tout cela. Mais est-ce que vous êtes prêts à assurer notre sécurité? Vous n'en avez pas parlé. Alors, merci monsieur pour votre question qui est assez précise. En fin de compte, la question de la sécurité dans le quartier, du futur quartier, peut-être lié aussi au match, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas très bien quel type de sécurité. Alors, les problèmes de sécurité, effectivement, c'est un problème qui existe dans toutes les villes, à Lausanne aussi, qui se développe, qui change, qui mérite effectivement une adaptation de l'action policière, ça c'est clair. On peut imaginer un poste de police, par exemple? Alors, il y en a un à Ouchy, il y en a après, bien sûr, que dans un nouveau quartier, il faut après imaginer, effectivement, il y a un déploiement des forces policières qui doit se faire par rapport à la démographie, par rapport aux gens qui viennent y travailler, les gens qui se déplacent. Et je pense, effectivement, on n'en est pas encore à ce point-là au niveau de la discussion des infrastructures de postes de quartier, mais c'est quelque chose qu'on pourrait effectivement imaginer, car il y a la volonté, effectivement, de développer une politique de postes de quartier, mais qui soit suffisamment important pour qu'ils soient tout le temps ouverts quand d'autres policiers font des patrouilles à l'extérieur. Mais s'il y a des problèmes, je sais qu'il y en a partout des problèmes de sécurité. Si, monsieur, vous avez un problème particulier de sécurité dont vous allez me parler après, c'est volontiers que je suis à votre écoute. Oui. D'accord. Alors, vous discuterez après, le rendez-vous pris. Il y avait monsieur... Voilà, monsieur, on va vous apporter un micro, une petite seconde. Comme... Non, je crois que c'est mieux avec un micro parce qu'on ne vous entend pas très bien jusqu'ici. Voilà, merci. Alors, parle là-dedans. Bon. Je pense que ma question concernera surtout Monsieur Français. Je parle un petit peu au nom de tous ceux qui habitent déjà le quartier et tous les futurs habitants du quartier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la steppe, c'est un gros inconvénient au niveau des odeurs. Alors j'aurais bien voulu savoir, par rapport à la construction du stade, quand est-ce qu'on va enfin envisager de faire quelque chose sur cette steppe et la couvrir, et que les inconvénients qui sont là depuis bien des décennies disparaissent enfin. Alors ça a été un peu évoqué, mais on va, je crois, donner plus de précision à monsieur Olivier Français. Je vous laisse répondre. Oui, pour rappeler d'abord que je complète aussi par rapport à la dimension humaine, puisqu'elle a été posée, la question a été posée. La notion de la qualité et de l'espace est très important pour avoir un encadrement social de qualité. Et je crois que ce projet répond à ce défi. Et à partir de là, si on a un objet de qualité, c'est vrai qu'on peut penser aussi qu'on peut se sentir bien dans cette partie de territoire. Ici, il y a de l'activité publique dans lequel le sport est un paramètre important, mais il y a aussi le désenclavement complet de la Bourdonnette en direction du lac. Et ça, c'est très important. On le voit très bien sur cette image. Ici, où vous avez, depuis le M1, la possibilité de venir sur cet immense espace public
auquel il y aura des activités publiques. Pour vous dire, madame, l'une des propositions, c'est de mettre l'école, entre autres, près de ce bâtiment-là. C'est en tout cas une proposition, mais qui doit être analysée et discutée. Et puis, c'est tout est axé sur le lac. Et là, cet accès sur le lac, vous le retrouvez en complément des constructions qui doivent être mises en œuvre, puisque ici, on est sur la steppe. Donc, ce que je viens de vous montrer là, c'est les bassins. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, le conseil communal a voté, il y a déjà 3 ans, un crédit de plus de 10 millions. De plus de 10 millions pour faire les études techniques et scientifiques de la steppe du XXIe siècle. Pourquoi autant de moyens? Parce qu'on n'a pas fait seulement une discussion où on dit tiens, on va mettre des bassins et puis on va traiter cette flotte puis on va tout renvoyer dans le lac. Non, l'objectif politique dans le cycle de l'eau, c'est que l'eau usée de la ville, quand elle arrive dans le lac, elle soit la plus propre possible. À titre personnel, j'aimerais que ça soit carrément de l'eau buvable. Certains se rappellent peut-être que dans le matin ou à la télévision, j'ai carrément bu une eau qui sortait de ce processus des essais. Et bien, je peux vous dire que cette eau, peut-être, je ne dois jamais dire qu'on peut la boire, mais personnellement, je l'ai bu, je vais encore pas trop mal, une année plus tard. Mais en tout cas, je peux vous dire que scientifiquement, on a réussi cette prouesse technique. Cette prouesse technique, on ne l'a fait pas tout seul, on l'a fait avec les hautes écoles, en particulier l'Université de Lausanne, associée aussi avec des gens de la Confédération. Voilà. Aujourd'hui, on a fini cette phase. Et on est prêt à entamer le processus industriel. Donc on a aujourd'hui le mandataire principal, ce qu'on appelle le bureau d'assistance au maître de l'ouvrage, et ces tout prochains jours, on adjuge les mandats d'ingénieurs civils pour nous donner la volumétrie à mettre en place. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, on devrait avoir un préavis qui sera posé auprès du conseil communal pour avoir les moyens nécessaires et surtout la structure financière pour réaliser ces travaux. Ces travaux, c'est 150 millions d'investissements. Voilà, c'est très conséquent. Ça permettra de traiter de l'eau à de nombreuses communes de la région. Ce n'est pas seulement de l'eau usée de la ville de Lausanne, mais ça fait. Avec une caractéristique, c'est au-dessus de ces bassins, c'est une dalle. Et au-dessus de cette dalle, M. Viemi en a fait allusion, deux objets sportifs qui sont connexes à ce projet-là. C'est un terrain de faute d'entraînement pour l'équipe première, et puis c'est le boulodrome avec ses 42 pistes. Voilà, donc toute cette partie qui n'est pas dessinée aujourd'hui, mais qui ne faisait pas l'objet du concours, et bien, toute cette partie de la steppe sera rénovée. Voilà. Et ici, donc, Olivier Français, couverte et plus de problème d'odeur cette fois-ci. Alors justement, j'y arrive sur le sol des odeurs, d'autant plus que je suis sous surveillance, n'est-ce pas, messieurs, puisqu'il y a quelques collaborateurs de la steppe qui sont ici. Ça, c'est la partie des eaux usées. Voilà. Et puis, il faut savoir que les autorités de l'époque, dans les années 60, ont eu le culot de brûler les boues d'épuration. Donc c'était très très novateur, ils avaient quasiment 50 ans d'avance, puisque la législation de l'époque permettait de mettre ces boues n'importe où, et encore aujourd'hui en Europe, on peut mettre des boues d'épuration dans les champs. Nous, ce qu'on sait que scientifiquement, si on met ces boues dans les champs, c'est une pollution lente, bref, il y a des métaux lourds qui viennent dans les champs, et ça affecte le cycle de l'eau. Donc en Suisse, maintenant, on n'a plus le droit de le faire, et depuis 2 ans, on brûle une grande partie des boues d'épuration de la région vaudoise dans cette usine. Ce mélange de ces matériaux qui sont des compositions différentes, pourquoi? Parce que les steppes d'épuration, je me scute un peu technique, mais certaines avec des steppes relativement modernes et puis des autres des steppes nettement plus anciennes comme la nôtre, ce doux mélange a fait un dégagement d'odeur nettement différent de celui qu'on avait auparavant. Donc on doit traiter cette problématique-là et on s'est engagé dans la rénovation de la steppe aussi d'améliorer très sensiblement cette partie de zone qu'on brûle les boues. Alors là, on est en phase de début de processus, c'est très très complexe, je ne vous le cache pas, et on devrait achever ces études pour la fin de cette année pour compléter le préavis dont je vous ai parlé de la structure des bassins. Voilà. On n'a pas rien fait ces 10 dernières années puisqu'on a multiplié par 3 le traitement de l'air à l'intérieur de cette usine et malgré cet effort financier relativement important, eh ben c'est vrai qu'on a des effets secondaires qui ne sont pas corrects, en tout cas pour une zone urbanisée, mais c'est évident qu'on ne peut pas construire ce magnifique quartier sans traiter la problématique de la steppe. Donc le tout est lié. Merci pour cette réponse, Olivier Français. Il y a monsieur tout devant qui a une question. Je peux parler. Oui, donc en fait, si ce quartier ne devait pas exister, est-ce que vous auriez fait quelque chose pour la steppe? La réponse est oui, puisque depuis 2002, on s'est engagé dans ce processus et le préavis a été voté par le conseil communal il y a déjà plus de 3 ans, donc la préparation technique de ce préavis a plus de 5 ans d'âge. C'est même avant l'ancienne législature qu'on a engagé tout ce processus. La municipalité, en 2001, a décidé de réunir le service des eaux avec le service d'assainissement ensemble
pour faire une politique du cycle de l'eau dans sa globalité. Voilà. Donc la volonté initiale, c'était de traiter tous les virus et les bactéries qui sortent de la steppe, et grâce à l'immense travail qui a été fait sur la station de pompage de Lutry, où on a traité en même temps les virus et les bactéries, on a vu aussi que par la technicité qui se développe depuis ces 3-4 dernières années, de traiter encore ce qu'on appelle les micropolluants. Donc tous les effets, tous les résidus finalement du monde moderne qui envoient des polluants très très fins dans le cycle de l'eau. Voilà. Donc on a rajouté ce paramètre en collaboration avec la Confédération et on est très très novateur. Ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille dessus. Mais l'objectif initial, c'était de traiter tous les virus et les bactéries qui pouvaient sortir du cycle de l'eau usée. Voilà. Donc c'est un processus qui est engagé depuis longtemps. 10 ans. On peut dire 5 à 7 ans, voilà. 2002, non? Vous avez parlé de 2002? Non, on a réuni les deux services sous une même direction et on a fait une politique de l'eau qui est clairement exprimée. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un préavis qui a été accepté par le Conseil communal, le plan stratégique de développement de l'eau, dans lequel on décline tout cela. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait que Parlez plus fort, monsieur. Je veux dire que le fait que ce projet existe accélère en quelque sorte ceci. Autrement, on aurait peut-être pu attendre encore 10 ans. Je peux pas l'entendre parce que cette politique de restructuration de la steppe, d'abord, elle était évidente parce que l'usine date de 64. Elle a un concept de 60 ans de 50 ans dans le cycle de l'eau, d'accord? Donc elle venait vraiment à bout. On avait dit on fait Tridel et après on attaque la steppe. Donc la réflexion sur la steppe du XXIe siècle, elle a débuté, comme j'ai dit, il y a 7 ou 8 ans. D'accord. Vous avez encore une question, je vous en prie? Sur un autre sujet. En fait, qu'est-ce que vous entendez par loyer modéré? Contrôlé? Qui contrôlera ces loyers modérés et quel pourcentage de la quantité, en fait, du total de ces logements vont être affectés à ces loyers modérés? Grégoire Junot. Alors, je vais vous faire une réponse sur tout le projet Métamorphose, parce que comme je l'ai dit, pour ce qui est des prêts de Vidi, les choses ne sont pas encore bouclées, au sens où on ne connaît pas les équilibres entre les zones d'activité, les zones de commerce et les zones de logement. C'est pour ça que j'ai évoqué un chiffre qui est une énorme fourchette, qui va de 200 à 850 logements. On ne sait pas encore ce que ce sera réellement à la fin. Pour ce qui est de l'ensemble du projet Métamorphose, je peux vous donner 1 ou 2 éléments de réponse qui sont un peu des ordres de grandeur. Mais aujourd'hui, si on se fonde aussi sur les revenus des Lausannois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent payer pour un logement, et puis qu'on part du principe qu'ils peuvent affecter au maximum 25% de leurs revenus pour un logement, on devrait pouvoir offrir à Lausanne aujourd'hui en moyenne des logements qui se situent autour de 2000 francs au maximum pour un logement de 100 mètres carrés. Ce qui signifie un 3 pièces qui se situe entre 1300 et 1500, 1600 francs en fonction des logements. Alors ce qu'on va viser dans le quartier des Plaines du Loup, c'est d'avoir un tiers de logements qui se situent très en dessous de cette moyenne. C'est les logements qui bénéficient des subventions. D'avoir un tiers des logements qui se situent autour de cette moyenne, c'est ce qu'on appelle des logements contrôlés, et puis un tiers qui puisse se situer au-dessus de cette moyenne. Si on arrive à ces équilibres-là, on répond grosso modo aux besoins des différentes catégories de la population. Sachant qu'en fait, là où on a le plus de difficultés aujourd'hui, c'est presque à répondre aux besoins des classes moyennes, parce que pour les personnes qui ont des petits revenus, on a des logements subventionnés qui bénéficient de l'aide des pouvoirs publics. Et puis, évidemment, pour les catégories aisées, il y a tout ce qui se construit sur le marché privé du logement. Donc, notre grosse difficulté, c'est les classes moyennes. Puis pour répondre à votre deuxième question, qui est-ce qui contrôle les loyers? Alors, il faut savoir que quand on est sur des parcelles qui sont propriétés de la ville, ce qui est le cas pour l'ensemble du projet Métamorphose, on construit exclusivement sur des parcelles communales. En fait, la ville, elle ne vend pas ses terrains, elle les met à ce qu'on appelle en droit de superficie, c'est-à-dire qu'elle les loue à des investisseurs. Les investisseurs, ça peut être un fonds de pension, la Vaudoise Assurance par exemple, ça peut être une coopérative d'habitation, une coopérative publique, une société de la ville ou d'autres investisseurs privés. On peut évidemment fixer des conditions dans ce droit de superficie. Et une des conditions que fixe de manière usuelle la ville, c'est un contrôle des loyers qui s'exerce pendant un certain nombre d'années sur les loyers qui sont pratiqués par le futur propriétaire finalement des bâtiments, mais pas du sol. C'est ce qui nous permet d'exercer un contrôle des loyers et de veiller à ce qu'on ait en tout cas une partie des logements qui se construisent qui soient ce qu'on appelle des logements à prix coûtant, c'est-à-dire où les loyers sont fondés non pas sur des valeurs spéculatives de marché, mais sur les coûts de construction. Voilà.
Merci. Donc c'est la ville qui contrôle, pour répondre à votre question. C'est la ville qui contrôle. Ouais. Vous aviez une mini précision? Oui, il y a... Alors, monsieur parle de chiffre de 2000 francs cité par Grégoire Junot comme étant pour un 100 mètres carrés, c'est ça? Peut-être une petite précision, mais on va pas entrer dans la politique générale du logement, mais petite précision de Grégoire Junot, oui. Bon, on est sur les statistiques des revenus des Lausannois hein, quand je vous donne ces chiffres. C'est pas les besoins de toute la population. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. On a absolument besoin d'avoir, dans une politique du logement, un bon tiers de nos logements qui se situent très en dessous de ces niveaux-là. Puis ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est toute la difficulté en matière de logement, c'est qu'un parc de logement, il est composé à la fois de logements neufs et à la fois de logements anciens. Et les logements neufs, en raison aussi des coûts de la construction en Suisse, qui sont extrêmement élevés, ils sont par nature plus chers que les logements anciens. Ça, c'est un phénomène qu'on a toujours connu en matière de politique du logement. Ce que nous voulons faire en la matière, c'est construire des logements qui soient fondés sur les coûts, c'est-à-dire où le loyer est déterminé par ce qu'a coûté le logement. Parce que ça permet de garder durablement des loyers qui sont moins chers dans la durée que des loyers qui sont simplement des loyers du marché. Voilà. On va... Alors, la dernière question, mais très rapidement, la classe moyenne, si je vous ai bien compris, aura accès à ces logements, que ce soit par le biais des loyers contrôlés ou pour ceux qui sont un peu en dessous de la classe moyenne. C'est le but du projet Métamorphose, hein, c'est qu'on puisse coller au mieux aux besoins des catégories lausannoises. Alors, les revenus des Lausannois, ils sont extrêmement différents si on parle des retraités, si on parle des familles avec enfants, si on parle des familles monoparentales. Et pour toutes ces catégories-là, il faut qu'on ait des logements qui répondent à la fois aux besoins en termes d'espace et puis aux moyens financiers en termes de francs. Moi, ce que je vous ai donné, c'est un chiffre. Il ne faut peut-être pas... Je vous propose, oui, monsieur, vous avez plein de questions, c'est très bien. On peut tout à l'heure rediscuter avec Grégoire Junot, puis vous pouvez poser toutes les questions quand on sera à l'heure de l'apéritif. On va passer peut-être à monsieur, je ne vous ai pas oublié, monsieur. Il y a une question là, une derrière, et puis il y en aura deux par ici. Oui, merci. J'ai une petite question par rapport à la mobilité. Je vois que la route qui s'ouvre sur le bowling, qui passe juste à l'est des bâtiments de la Zurich, elle s'ouvre, on le voyait bien là sur le plan, elle s'ouvre sur la route de Chavannes, dans le haut. Je voulais savoir si cette ouverture est nécessaire, si elle n'est pas préjudiciable au calme du quartier Sablon-Signe, si vous voyez de quoi il s'agit. Et puis, je voulais savoir aussi, dans l'optique de la mobilité, qu'est-ce qui est prévu pour favoriser, pour contenir la mobilité sur la route de Chavannes et favoriser la mobilité douce sur cet axe. Monsieur Olivier Français. Voilà. La question est très technique, c'est de savoir si le fait de faire un P+R ici et l'accès depuis la route de Chavannes entraînera une surcharge de trafic. C'est ça que j'ai entendu ou bien? Oui, je parlais aussi donc à l'est des bâtiments de la Zurich, là, la petite route qui monte depuis un peu plus, voilà, qui s'ouvre sur votre plan sur la route de Chavannes, ce qui semble être nouveau. Est-ce que cette ouverture est nécessaire ou pas? Non. Alors, elle n'est pas inscrite là, hein. Ça c'est un plan de situation qui est déposé par l'auteur, et puis il n'y a pas de changement de régime de circulation. S'il y a un régime de circulation, l'idée c'est de faire un carrefour ici et donner cette intégration. Mais le principe principal pour l'accès P+R passe par, entre autres, l'autoroute, voire ses accès connexes. Donc l'effet généré par le P+R, essentiellement des grosses manifestations où on a un flux de trafic conséquent, viendra dans cette période-là. Mais le concept de mobilité passe essentiellement par une augmentation plus que conséquente des capacités de trafic sur le M1 et la liaison du M1 sur le stade. C'est à l'équivalent du stade de Suisse. Donc on est dans le même principe du dimensionnement dans lequel finalement il y a relativement peu de mouvements voitures et on privilégie essentiellement les transports publics. Voilà, donc ça c'est le concept tel qu'il se développe. En ce qui concerne toute la route de Chavannes, il y a un projet qui s'est développé en collaboration entre la commune de Lausanne et la commune de Chavannes pour prolonger le 2 en direction de Chavannes et Cublan, et dans lequel on projette à terme, hein, je dis bien à terme, c'est pas demain, mais un site propre pour les transports publics sur tout le bas de Lausanne.
Donc on va améliorer encore la transversalité des transports publics depuis Écublanc en direction d'Ouchy. Voilà, si je puis me permettre encore, juste pour terminer avec cette route de Chavannes. Donc le SDOL, je crois, prévoit une route cyclable entre la Bourdonnette et le tir fédéral. Je voulais savoir si ça allait également se prolonger donc, entre la Bourdonnette et la Maladière. C'est la ville de Lausanne et la commune de Chavannes qui travaillent sur ce projet en particulier. Et ces deux communes collaborent pour ce développement du transport public en site propre dans lequel, dans tous les scénarios qui vont se développer, donc on ne va pas modifier l'assiette de la voiture aujourd'hui, de la voirie aujourd'hui. On va intégrer le bus et dans lequel sera intégrée également la piste cyclable. Donc tout le projet piste cyclable de cette partie de ville, essentiellement de Morges à Lausanne, c'est la ville de Lausanne qui l'a développé par sa déléguée piéton, associée avec la déléguée cycliste, et c'est en parfaite adéquation. Donc maintenant, ce qu'on est en attente, c'est les moyens financiers de la Confédération, et ils sont acquis. Ceux de la ville de Lausanne, ils sont acquis par le conseil communal. On attend le contrat de prestation du canton vis-à-vis de la ville de Lausanne et vice-versa vis-à-vis de la Confédération. C'est des choses qui sont en voie de finalisation et on va avancer progressivement sur le projet. Ça, c'est le chapitre global dit de la mobilité douce. En ce qui concerne le chapitre Chavannes, c'est en concertation avec l'État de Vaud. Pourquoi? Parce que c'est une route cantonale. 2, c'est une route qui est en connexion avec la sortie autoroutière d'Écublanc. Parce que toute l'amélioration du concept de la mobilité, du transfert modal, bref, de la voiture individuelle sur le transport public, passe par une restructuration complète du réseau, des transports publics, mais aussi du réseau routier de cette partie de ville. C'est un projet très très conséquent. Est associé bien sûr à ce projet, à la commune de Renan, et comment finalement les axes principaux vont venir sur la commune de Renan, comme ils se développent sur la commune de Chavannes et de Lausanne. Voilà, c'est un projet complexe qui va se développer dans les 4 à 5 prochaines années, et cette réalisation va se faire progressivement. La première mesure numéro 1, c'est sans aucun doute l'électrification de la ligne en direction d'Écublanc. Merci. Madame, et on vient vers vous juste après. Bonsoir. J'aurais voulu revenir sur la question des fouilles archéologiques. Vous avez dit qu'elles nécessiteraient environ 2 ans. Moi, j'ai entendu parler de 5 ans. Est-ce que c'est possible que tout d'un coup ces fouilles retardent votre projet? Et si vraiment il y a des résultats importants dans ces fouilles, est-ce que vous en tiendrez compte? Merci. Merci. Alors, vous anticipez la séance que j'ai avec le chef de service, je ne sais plus, oui, je crois que c'est demain matin. Voilà, donc il y a eu des fouilles qui ont été engagées quand les jardins familiaux étaient encore là, et puis on a vu les premières traces. On trouve essentiellement des traces, des traces funéraires, on va appeler ça comme ça. Voilà. Et puis on a trouvé dans les fouilles de l'année passée des activités peut-être un peu plus conséquentes. Voilà. Donc les projections qui ont été données aujourd'hui n'ont jamais été de 5 ans. C'est un chiffre qui n'a jamais été articulé. Voilà. Aujourd'hui, les chiffres qui sont articulés dans le temps d'exécution des travaux, c'est de l'ordre de 3 ans. Donc l'année passée, on a déjà fait une étape. Ce printemps, on fait on va appeler l'étape qui se poursuit. Et les services archéologiques du canton vont affiner l'état des recherches l'état de la planification des recherches à entreprendre. Voilà. Aujourd'hui, c'est planifié 2012-2013. Si par hasard, il faut faire des fouilles plus conséquentes, elles seront faites, sous réserve de l'engagement financier des partenaires, parce que ce n'est pas la commune de Lausanne qui aura les moyens de financer tous ces travaux, qui sont quand même relativement conséquents. Donc on a même approché les services de la Confédération, dans lesquels ils ont été rendus attentifs, dans lesquels il y avait des traces. Le service archéologique nous dit qu'elles sont peut-être plus conséquentes, mais pour savoir si c'est plus conséquent, il faut faire les travaux. Donc l'année 2012 est très importante pour vous dire si ces travaux vont durer 6, 12 et 18 mois. Mais aujourd'hui, la planification, elle est de 18 mois. Par contre, si on trouvait une trace historique conséquente, c'est évident qu'on a une responsabilité de conserver ce patrimoine, si on doit le conserver, si c'est un élément majeur, si on a la même surprise qui s'est trouvée à Nyon. Aujourd'hui, on n'attend pas ce type de surprise, mais à Nyon, rappelez-vous qu'il y a une quinzaine d'années, il y a eu cette problématique-là, il faudra bien sûr qu'on s'adapte. L'objectif tel qu'il est développé par le service cantonal en responsable des fouilles archéologiques, par sa section, c'est de récupérer ces éléments et les mettre en valeur dans le musée que Lausanne, d'ailleurs, est en train d'agrandir, puisqu'il y a des travaux relativement conséquents qui se développent aujourd'hui au niveau du musée romain. Voilà. Donc on est attentif à ce point-là, et c'est des choses qu'on doit traiter dans les années 2012-2013. Le conseil communal, à cet effet, va participer à
réflexion, puisqu'on va lui demander les crédits nécessaires pour le développement de ces travaux de fouilles archéologiques. Merci. Monsieur, vous avez une question? Bonsoir. Si le projet au point de vue architecture du stade, je le trouve très plaisant, il m'inquiète quand même pour 3 points. Vous pouvez parler un petit peu plus fort, monsieur, ou plus dans le micro, voilà. Plus dans le micro, voilà. Si le projet du stade me paraît plaisant tel qu'il est, je suis quand même inquiet pour 3 points. 1, la mobilité. Monsieur Français y a partiellement répondu, mais pour l'instant, j'ai encore des doutes. Quand on voit comme tous les soirs, les routes sont encombrées, et également le métro, donc les transports publics. Premier point. Deuxième point, je suis inquiet vis-à-vis du bruit que va dégager ce stade par ses occupations soit sportives, soit extrasportives. Si on prend actuellement rien que les sports qui se déroulent pour le jeu de boules, par exemple, on l'entend vraiment excessivement fort, loin à la ronde. Le troisième point dont on n'a pas encore discuté maintenant, c'est la hauteur des tours. Alors, je peux comprendre que la commune qui veut valoriser son terrain fait des tours très hautes. Ça aidera à financer le stade, mais ça me paraît totalement disproportionné par rapport aux constructions environnantes. Ce n'est pas uniquement les petites villas sur le côté est, mais même si on prend par rapport à la Bourdonnette ou aux bâtiments qui sont sur l'arrière. Merci, monsieur. 3 points. Mobilité, il faudra voir encore ce qu'il y a peut-être à répondre. Hauteur des tours et puis le bruit. Alors moi, je me contenterai de parler du bruit. Donc les sports qui vont être pratiqués dans ce complexe des Prés de Vidi, c'est le football. Alors il peut y avoir du bruit effectivement quand il y a un match, hein, c'est-à-dire c'est à peu près tous les 15 jours pendant la saison, donc il y a du bruit éventuellement avant que les gens arrivent, que les gens partent, et pendant il y a effectivement un certain nombre de gens enthousiastes ou pas qui font un certain nombre de bruit. Pour la pétanque, donc vous l'avez compris, elle est de l'autre côté, elle s'éloigne un petit peu du lieu habité puisqu'elle est de l'autre côté de l'autoroute, donc une partie de ces pistes seront couvertes. C'était une demande des clubs de pétanque d'avoir une partie couverte. Alors là, ça devrait déjà répondre partiellement à votre préoccupation. Puis après, c'est vrai que l'été, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas obliger les gens à jouer avec des boules en bois. Je veux dire, ce sera effectivement... Mais je pense que ce sera quand même atténué par le fait que c'est de l'autre côté de la route. Et la troisième activité, l'activité de piscine, alors elle, vu que c'est une piscine couverte, elle devrait susciter, à part les gens qui vont et viennent, aucun bruit supplémentaire. Excusez-moi, c'est les concerts qui m'inquiètent principalement. Alors, les concerts, aujourd'hui, il y a ce qu'il est convenu aujourd'hui, je dirais, c'était d'avoir d'autres activités telles qu'exposition, d'autres activités sportives de le stade, mais ça va être avant tout un terrain de football, mais effectivement, il faut prévoir d'ores et déjà, pour éviter le problème qu'il y a à la Praille, un certain nombre d'activités extérieures. Alors après, est en discussion aujourd'hui en municipalité, vous savez qu'il y a tout un débat qui est lancé entre le stade de football à l'anglaise au Prés de Vidi, c'est le projet dont on parle aujourd'hui. Il y a un projet aussi qui a passé en même temps en votation populaire, avec la votation où certains voulaient les 2 stades en haut. Finalement, c'est le projet municipal qui l'a emporté avec un stade en bas et un stade d'athlétisme en haut, avec toute une série d'autres activités incorporées dans le stade d'athlétisme. Et jusqu'à maintenant, dans la municipalité, qui n'est encore pas totalement abouti par rapport au programme. Il est plutôt prévu de faire des concerts en haut, mais on ne peut pas exclure effectivement, je pense qu'on va préparer aussi le stade de bas pour recevoir des concerts de plus petite taille. Mais à part ça, les concerts sur des stades, c'est quand même relativement rare. Si on prend à Genève, le nombre de concerts qu'il y a à la Praille, il se compte sur les doigts d'une demi-main, je crois. Alors vous avez posé d'autres problèmes. Excusez-moi, de plus petite taille, mais avec le même nombre de décibels. Ouais. Ok, monsieur avait une autre partie de la question, c'était la question des tours et puis enfin de la hauteur et la mobilité. Alors bon, la préoccupation sur la mobilité, on la partage. Je veux dire, si on a la solution parfaite et puis de diminuer ces flux des pendulaires, on serait bien heureux. Et justement, cette volonté de mettre des places de travail à proximité de logement, ça c'est la notion du concept. Et on veut essayer en tout cas de confiner un petit peu ces déplacements. Donc il y a une volonté très forte de l'autorité au sens large du terme, de la Confédération et du canton, de donner les moyens nécessaires pour améliorer très sensiblement l'offre en transport public. Il faut savoir que Lausanne, par rapport aux communes qui nous entourent, a un réseau qui est relativement dense. On ne peut pas le développer tout seul. Aujourd'hui, il y a une volonté très clairement manifestée par les 26 communes qui composent le PALM de développer ce réseau. C'est ce grand projet avec le tram, c'est le grand projet du complément des réseaux.
Donc vous avez eu le réseau 08 avec le M2, vous avez le réseau 12 maintenant qui vient de se mettre en place, il y a le réseau 14 qui va se développer, et puis avec le tram, on développe progressivement tout ça, pas Lausanne tout seul, mais la région dans son ensemble. Donc on espère en tout cas réduire sensiblement certains types de déplacements. Par ces investissements qui sont très conséquents et aussi par cette augmentation de population, si déjà on peut avoir le même taux de motorisation dans la ville, ça serait bien. Et on voudrait même le baisser parce qu'on voudrait accueillir des nouveaux habitants qui n'ont pas automatiquement la voiture. Depuis 10 ans, on a diminué en gros de plus de 10% le taux de motorisation dans la ville de Lausanne. Et ça, c'est parce qu'on a investi avec le M2. On voit aussi qu'on a beaucoup plus de mobilité dans la ville, mais on a moins de circulation dans la ville, moins 13% dans la ville. Par contre, vous avez le sentiment sur les axes principaux, il y a plus de bagnoles parce qu'on a sorti des voitures et puis on les a passées sur les axes principaux. Ici, par le nœud autoroutier qu'on propose et qui est accepté par la Confédération, puisque les études sont maintenant engagées par la Confédération, on pense diminuer en tout cas le nœud de trafic sur cette partie de territoire. Voilà, ça c'est ce chapitre de la mobilité et c'est le partage qu'on a avec vous de ce surplus de bagnoles de transit qu'on voudrait essayer de réduire. En ce qui concerne la hauteur des bâtiments, alors bon, c'est des schémas que vous avez ici, on va encore travailler, mais il y a 40 tours à Lausanne, si on dit que c'est des tours. Moi, personnellement, dans mon langage, je ne dis pas que c'est tours. Des tours, c'est des bâtiments de 30 à 40 mètres. Ici, c'est des bâtiments qui font 8, 12 et 14 étages. Voilà. Ça vous donne la dimension de l'objet. Dans votre partie de territoire, ici, vous avez des bâtiments de 6 à 8 étages. À Montois, vous avez des bâtiments qui font une vingtaine d'étages. Donc, honnêtement, on est dans le gabarit et les volumétries des bâtiments que j'appelle verticaux et qui sont encore raisonnables. Maintenant, il y a deux tendances au niveau architecte. C'est soit vous faites des bâtiments en barre et puis vous perdez l'espace public autour de l'objet, ou soit vous construisez en verticalité et vous donnez un espace public plus agréable aux citoyens. Voilà. Et ce qui est intéressant, dans les 14 projets qui ont été rendus, vous avez essentiellement des solutions qui sont proposées par une verticalité et non pas des bâtiments barres. Alors, il y a des gens qui étaient dans l'excès, d'ailleurs, ils n'ont pas été retenus tout simplement parce qu'ils étaient dans l'excès de la tour. Et on trouve ici que les projets tels qu'ils sont proposés, par rapport à l'objectif qu'on a de densification de la ville, nous semblent raisonnables. Mais on n'a pas la notion du parfait. Et les échanges qu'on aura avec vous dans le développement de ce processus nous permettra d'affiner ce projet. Mais le jury a reconnu unanimement que le choix des parties tel qu'il a été fait, est justement d'avoir cette verticalité d'activité et de donner de l'espace justement pour le jeu et la détente et les ambiances que vous avez ici, c'est une solution qui nous paraît de qualité, d'autant plus qu'on aura cet accès au lac. Ce qu'on n'a pas dit aussi pour la mobilité supplémentaire qu'on proposera à votre quartier, puisqu'on peut passer sur la route cantonale 1 maintenant, tel qu'il est projeté ici, et un accès au M2, mais on aimerait aussi profiter du pont du M1 qui va en direction de l'université et de faire aussi un cheminement de mobilité douce. Ça, c'est des projets qu'on a. Alors, on va réunir avec vous un peu toutes les idées et puis d'apporter les solutions qui progressivement vont se mettre en place. Pensez bien que tout ça, ce n'est pas des projets de très très beau marché. Chaque fois qu'on fait un ouvrage qui passe sur une route, ce n'est pas très beau marché. Donc, on doit planifier aussi financièrement tous ces équipements. Ok, merci. Madame qui était à côté. Bonsoir. J'aimerais savoir si d'ici 2019, la Bourdonnette pourra avoir un embellissement extérieur au niveau des murs ou des immeubles. Parce qu'on sera tout moche à côté, juste, entre guillemets. Et oui, alors juste pour Monsieur Logement, je voulais juste vous dire que les loyers modérés, entre 1003 et 1005, on les paie déjà ici, pour un 3-4 pièces, et que les cuisines, elles tombent juste en miettes, et qu'on retape à coups de marteau, et puis un peu à la Worgen. Je vous promets, il ne s'échappe pas après la séance, vous pourrez directement aller avec lui. Mais sur la question du quartier, la Bourdonnette, Grégoire Junot, Monsieur Logement. Peut-être que Madame Krebs, chef de service de logement, rajoutera un petit mot si nécessaire, mais je dirais, bon, nous on est ouvert, la ville, à soutenir tous les projets de rénovation avec des aides au logement, c'est-à-dire pour des logements subventionnés, on octroie des nouvelles aides qui permettent de faire les rénovations tout en maintenant des loyers qui demeurent raisonnable, parce que le but, c'est évidemment pas de faire des rénovations puis de faire exploser le niveau des loyers. Donc ça, c'est des choses qu'on négocie ensuite, qu'on discute avec les propriétaires de la Bourdonnette qui gèrent les immeubles qui sont ici. Je dirais c'est à eux de nous donner le signal de départ au moment où ils souhaitent réinvestir pour rénover les immeubles et puis à ce moment-là, faire une rénovation douce de l'ensemble du quartier ou par immeuble. Simplement, moi, ce que je peux dire, c'est que la ville, évidemment, le moment venu, à la demande du propriétaire, octroiera les aides des pouvoirs publics qui permettent de maintenir des loyers modérés. Merci Madame Krebs. Peut-être pour un complément. Oui, Madame Krebs, la chef du service du logement.
déjà? Oui. Donc, oui, j'ai bien enregistré votre demande. Je fais partie du conseil des fondations de la FLCL, qui est la propriétaire et la gérante de ce complexe de la Bourdonnette. Et je pense qu'effectivement, on en parlera et on pourra programmer une rénovation externe, je dirais, de la Bourdonnette, parce que régulièrement, il y a des travaux qui se font, et vous le savez, au niveau des aménagements extérieurs, au niveau des ascenseurs, au niveau du parking, il y a eu un grand travail. C'est vrai qu'il y a d'autres choses à rénover. C'est un quartier qui date de la fin des années 60. Et je pense que M. Meyer, qui est là aujourd'hui aussi, quelque part, il m'écoute aussi. Et puis que nous mettrons ça à l'ordre du jour de la prochaine séance. N'est-ce pas? Voilà, merci d'avoir posé la question. Comme quoi, vous voyez, ça peut faire bouger les choses. On a plusieurs petites questions. Il y avait madame et monsieur, encore une question qui est devant. Ensuite, on passera ici. Voilà, monsieur, encore une question. Monsieur, je vous ai vu, madame, et puis monsieur derrière. Et là, oui, il y en a plein. Alors, allez-y. Oui, lors de votre exposé, vous avez parlé donc, du stade. Vous disiez qu'il faisait 12 mètres de haut. Donc, en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est le fait que vous aviez l'air assez fier, en fait, quand vous avez dit, oui, il ne fait que 12 mètres de haut. Comme ça, quand les gens passent devant la route de Chavannes, par exemple, ou ailleurs, ils ne le verront presque pas. Et puis, du coup, là, vous nous mettez tout un tas de tours, parce que moi, j'appelle ça des tours, vous, peut-être pas, mais enfin, moi, j'appelle ça des tours, quand elles font 12 mètres de haut, ce qui fait à peu près 40 mètres de haut, enfin 12 étages, ce qui fait à peu près 40 mètres de haut, si mes informations sont bonnes. Enfin, je ne sais pas, vous me direz après. Donc, c'est ça qui me perturbe quelque part. Vous avez dit, c'est fier du fait d'avoir un stade de 12 mètres de haut. Par contre, les 40 mètres de haut des tours, ça ne vous inquiète pas. Alors que c'est juste à côté. Okay. On a bien compris. Donc, la différence de hauteur entre le stade et les maisons d'habitation verticales, comme dit Monsieur Français, les tours pour certains. Monsieur Français, voilà. Il y a un monsieur qui veut parler. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, le stade, dans son rayon, il a environ 200 mètres de diamètre. Hein. D'accord? Donc, c'est quand même un objet qui va marquer notre territoire. Et oui, c'est moins qu'on puisse dire, 200 mètres, c'est pas rien. Hein. C'est 200 mètres de rayon et ça marque son territoire. Donc, on pense que le lien de la rue par rapport à cet objet relativement opposant doit bien s'intégrer dans la topographie générale. Et une excroissance de l'ordre de 12 mètres sur la rue principale de circulation nous paraît, à la dimension du quartier, donne bien le lien de la dimension des bâtiments que vous avez à la Bourdonnette par rapport à cet objet qui est quand même relativement important. Et puis après, on a la chance d'avoir ici une certaine topographie, puisqu'il y a une descente depuis la route du Chablais en direction de l'autoroute. Et si vous mettez ces 12 étages, et vous prenez, parce qu'on peut vous dire que vous avez raison, lors d'une quarantaine de mètres de hauteur, mais 12 étages, ça donne une signification, parce qu'on a beaucoup de bâtiments de ce type dans la ville. Voilà, et vous pouvez plus facilement vous transposer cette image. Si vous enlevez le différentiel de niveau, qui est l'ordre aussi d'une bonne dizaine de mètres, vous en enlevez déjà bien 10 par rapport à ces éléments-là. Donc on trouve que la solution telle qu'elle est proposée, d'abord au niveau du site tel qu'il est, c'est bien intégré. Et puis la solution aussi de densification est intéressante parce qu'elle permet aux gens de profiter de l'espace et pas avoir du bâti. Voilà, donc c'est un excellent compromis et on pense que cette gradation de volumétrie et de hauteur est intelligente, et en tout cas c'est la recommandation que donne le jury. Voilà. Alors maintenant, l'autre solution, comme je disais, c'est de mettre un bâtiment bar. Ça existe. Sous Gare, on a pas mal de bâtiments bars en îlot, etc., etc. Et là, on trouve que les projets tels qu'ils ont été présentés de ce type-là, par rapport à la densification recherchée, nous paraissaient perdre justement cette qualité spatiale qu'on avait. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ce bâtiment public, qui est la piscine et autres, on doit lui donner un dégagement. Et si on peut avoir un dégagement vis-à-vis de ce quartier, ce serait une bonne chose. Voilà. C'est comme ça qu'on voit la chose. Sur cette question, M. Ferrari, vous vouliez ajouter quelque chose? Volontiers. D'abord, j'invite tout le monde à aller voir l'exposition qui est actuellement au phare à l'avenue de Villamont. Parce que vous verrez, comme nous l'avons découvert nous-mêmes la semaine passée, la diversité des propositions et peut-être qu'une réaction qu'on peut avoir par rapport à une tour, qui n'en est pas une pour nous, parce que ce sont des bâtiments hauts, simplement, vous aurez une perception tout à fait différente en voyant les autres propositions. Maintenant, par rapport aux 12 mètres dont vous avez parlé, moi je pense que la ville, c'est aussi fait de diversité et puis de transition. Et l'élément important dans le projet, c'est quand même
primeur ou la primauté qui a été donnée au bâtiment public. Le plus bel endroit, comme on l'a dit, le plus significatif, le plus visible, c'est cette circonférence qui est à 12 mètres, qui sera extrêmement visible, mais qui ne sera pas agressive. Peut-être en allant voir d'autres projets, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Et le quartier, finalement, qui se voit comme un arrière-fond, qui est un arrière-plan. La ville, encore une fois, elle est faite de choses différentes, d'échelles différentes, de contenus différents. Mais pour nous, la hiérarchie claire qu'il fallait dégager dans le projet, c'était de donner la priorité à l'investissement public, à l'équipement public qui s'adresse à tout le monde. Merci. Monsieur avait une question. Voilà, je parle un petit peu au nom du quartier. Ça fait 60 ans que j'habite le quartier. Donc, vous pouvez vous imaginer que j'ai découvert pas mal de modifications. C'était la campagne il y a 60 ans. Et aujourd'hui, ben, voilà, Métamorphose arrive avec un grand projet. Les habitants du quartier se font du souci, surtout pour les tours, parce qu'ils ne verront plus le Jura comme ils le voient actuellement. Ma foi, ça sera une perte. Par contre, au sujet du stade, je pose deux questions. J'imagine que la piste va être en synthétique. Et puis, quel sera l'éclairage? Est-ce qu'il y aura des grands pylônes comme à la Pontaise? J'imagine pas. Voilà pour le stade. Au sujet de l'entretien des zones vertes, je peux imaginer que, comme à la Bourdonnette, eh bien, c'est la ville qui va s'occuper de l'entretien de ces zones vertes. Et au sujet de la passerelle, eh bien, les gens du quartier sont reconnaissants parce que lors de l'exposition nationale, une passerelle avait été aménagée parce qu'ici, c'était un des parkings, comme le quartier de la Bourdonnette, c'était des parkings. Et la passerelle qui était à la hauteur du château de Vidy a disparu suite à un accident. Et aujourd'hui, eh bien, les habitants du quartier sont reconnaissants par rapport au nouveau projet qu'il y aura de nouveau une passerelle pour aller à Bourget et au bord du lac. Merci pour cette initiative. Alors, il y a des remarques positives et négatives, et puis il y a des questions concrètes aussi d'éclairage et de... Je réponds volontiers pour ce qui concerne l'éclairage, qui est effectivement une question tout à fait pertinente avec les stades. On l'a vu à Neuchâtel, où les 4 mâts qui ont été construits ont posé beaucoup de problèmes avec les voisins. Ici, le système qui est prévu n'est pas du tout celui de mât, mais c'est un système qui est en couronne, donc avec beaucoup plus d'éclairage qui sera diffus le long de la toiture du stade. Donc il n'y a absolument pas de crainte à avoir pour le voisinage à ce sujet. Pour le terrain, je laisse M. Vieumier répondre. Volontiers. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la pratique du football et sur quel type de pelouse il faut le pratiquer, il y a une certaine controverse, mais ce qui est prévu aujourd'hui pour le stade des Prés de Vidy, c'est une pelouse synthétique pour la raison suivante, c'est que on vous l'a dit, mais vous le savez déjà avant qu'on vous le dise, hein, c'est un investissement qui est relativement lourd et il faut que cette pelouse soit utilisée le plus possible. Or, une pelouse de football, un gazon naturel, on peut l'utiliser en moyenne au maximum 20 heures par semaine et encore à condition qu'il n'y ait pas de fortes intempéries parce que sinon il faut refaire le gazon. Il y a tout un travail important et pour les jardins, mais aussi en termes de régénération de la pelouse. Donc l'idée, c'est effectivement avec le gazon synthétique, on peut utiliser de manière très soutenue cette pelouse et par la première équipe, mais aussi par les diverses équipes juniors qui seront là. Et le terrain qui est prévu sur la steppe, je veux dire, lui, c'est encore pas déterminé de quelle nature il sera, parce qu'après, il y a aussi des questions de devoir s'entraîner sur du gazon naturel lorsqu'on va jouer une équipe adverse qui joue sur gazon naturel. Il y a des problèmes de ce type-là qui se posent. Mais l'idée de ça, c'est que d'avoir ces deux stades-là, dont en tout cas le principal, le gazon synthétique, c'est finalement un stade de football, c'est la maison du club. Et on a la conviction qu'en mettant ces deux stades à disposition et de l'équipe phare et des juniors, on arrive à faire vraiment la maison du club avec les jeunes qui voient les plus anciens, puis faire une véritable dynamique et une identité par rapport à ce club. Merci. Donc il y avait des questions. Alors il y a madame, et puis après le micro ira un peu au centre parce qu'il y a des questions là. Madame tout d'abord. Oui, c'est à vous madame, je vous en prie. D'accord. Je voudrais dire que j'ai eu le privilège avec madame Gay de voir toutes les maquettes qui ont été retenues en tant que membre de l'association des habitants, et le jury nous a demandé notre point de vue sur ces différentes maquettes.
Par rapport à ce qui a été choisi, ce n'est pas celui que nous avions privilégié, mais ce que je peux dire, c'est que, en tout cas personnellement, je suis très contente que le projet qui a été retenu soit avec des passerelles, parce qu'effectivement, ça désenclave sérieusement notre quartier par rapport à des passages vers le lac. Et puis l'autre chose qui est positive dans ce projet retenu, c'est qu'il n'y a du côté de la Bourdonnette aucune grande tour, parce qu'il y a un certain nombre de projets qui avaient alors, vraiment des grandes tours, pas des 12 étages ou 14, mais beaucoup plus hautes que ça. Et là, on en aurait été un peu écrasé par ces constructions. Par rapport à ce qui a été choisi au niveau du projet d'idées, ces bâtiments avec un nombre de parcs quand même important, c'est vrai que c'était une chose que nous avions soulignée avec Madame Gay, qu'il était important qu'il y ait des lieux où les gens puissent se rencontrer. Mais ce qu'il me semble, pour avoir regardé le projet de plus près, c'est qu'il n'y a pas de lieu de rencontre pour les habitants entre les gens de la Bourdonnette et ceux de ce nouveau quartier. Parce qu'autour de l'école, devant l'école, ce qui est prévu pour le moment, mais ça peut changer, mais à mon avis, il faudrait vraiment prévoir quelque chose, c'est qu'il y a un parc, mais il est prévu pour l'hôtel. Alors c'est bien dommage. Il me semble que si on veut que les gens de ce nouveau quartier puissent rencontrer des gens de la Bourdonnette, ben, il faudrait que vers l'école, il y ait un parc public avec des jeux, parce que c'est là que les gens s'arrêtent, et que les enfants jouent, et que les gens se rencontrent et font connaissance. Merci Madame pour cette... J'ai pas fini parce que j'ai fini, encore alors, une autre chose à dire, mais après je m'arrêterai. Une autre question qui pour moi reste en suspens et dont on n'a absolument pas parlé ce soir, c'est par où vont arriver tous les gens qui viendront de la gare Malais. Ça, on n'en a pas parlé. Ils viendront un certain nombre à pied. Et par où arriveront-ils ? Merci. Alors, question concernant la place de rencontre entre les deux quartiers, peut-être Monsieur Ferrari. Volontiers, volontiers. Merci quand même pour vos éloges sur le projet, au passage. L'espace public sera énorme, en fait. On a de la peine à percevoir l'échelle. Monsieur Français a dit tout à l'heure que c'était un cercle de 200 mètres de diamètre. Et tout autour de ce cercle, on a disons, une surface disponible pour cet espace public qui répondra, à mon avis, quand elle sera développée et travaillée ultérieurement, à votre souci d'espace de rencontre. Évidemment, ces lieux-là paraissent assez réservés aux habitants du quartier, mais il est aussi bien que dans des espaces publics, on se trouve en présence de différentes gradations. On a des espaces qui seront très privés, et on a d'autres qui seront partagés entre différents utilisateurs. Donc ça, c'est le travail futur de développement du quartier qui permettra de répondre à ces différents besoins. En ce qui me concerne, je n'ai pas de souci que les lieux de rencontre soient assez nombreux. Et sur la question des piétons qui arriveraient, enfin des personnes qui arriveraient en direction de Malais, donc du nord. Écoutez, la question est enregistrée. Moi, je ne peux pas vous donner la réponse. Je ne peux pas vous dire que demain, il y aura un bus qui fera de la gare de Malais en direction de ce site-là. Les piétons. Des piétons. Ceux qui viennent en direction de Malais à pied. Oui, la question est très pertinente. Moi, je ne peux pas vous y répondre comme ça aussi spontanément, parce qu'aujourd'hui, il faut sans aucun doute revoir cette mobilité telle que vous la décrivez. Celle qui est privilégiée, comme vous avez dit, c'est voilà, j'arrive peu. Bon, voilà. C'est de privilégier l'accès par ce territoire. Une idée, mais alors je la lance comme ça. Hein. Est-ce qu'on ose ouvrir le cimetière ? Ça, en tout cas, elle est dans la tête des gens. Non, mais enfin, c'est intéressant d'en parler, quoi. Je veux dire, certains disent oui et puis d'autres oh. Si on ne se pose pas la question puis on ne répond pas par oui, par non, ce serait dommage. Je passe en tout cas en parler. Les gens qui sont ici dans la salle ont fait ces propositions un peu folles de dire on pourrait justement améliorer la mobilité douce par cette partie de cimetière. Est-ce qu'on peut ouvrir le cimetière la journée et lui permettre justement de faire une mobilité un peu plus agréable que le long de cette route qui est une route à 4 voies. Voilà. Ça, c'est une idée qui est proposée.
Je vois que vous secouez la tête négativement. Ben voilà, j'enregistre le négatif. J'en vois d'autres qui trouvent pourquoi pas. Mais ça peut être une des propositions. Mais ce chapitre-là de la mobilité douce sur le quartier de Malais n'a pas été étudié. Ok. On a encore quelques questions. On va essayer de s'arrêter vers les 10 heures au maximum. Je crois qu'il y a encore quelques questions. Il y avait madame et monsieur au centre. Voilà, monsieur, avec le pull rayé. Bonsoir. Pour ma part, je voulais juste revenir aussi sur les tours. C'est un gros problème. On habite le quartier du chemin des Cygnes, des Sablons. Et puis, je suis propriétaire. Et quand moi, je demande de faire une petite surélévation de genre de 20 à 30 cm, on me dit que je dénature le quartier, donc je ne peux pas. Par contre, vous allez mettre des tours de 40 mètres. Je trouve ça un petit peu mal placé, disproportionné. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Parce que c'est un quartier protégé, les Sablons et les Cygnes, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc surélever juste 20 cm, on ne l'autorise pas, alors que des tours de 40 mètres, il n'y a aucun souci. Je trouve un peu léger. Vous êtes sur la commune de Lausanne ou bien? Je suis au chemin des Cygnes. Ouais. Alors, juste devant vous, vous avez le chef service d'urbaniste, vous voyez? Juste devant vous. Là, il se retourne. Non, il se retourne. Et vous, là, vous faites le débat sur la densification. Est-ce qu'on peut densifier un coteau ou est-ce qu'on ne peut pas densifier le coteau de cette partie de territoire? Moi, en tout cas, on n'a pas d'état d'âme. Si cette proposition vient des habitants et puis qu'on fait ce développement, on peut faire évoluer l'affectation des sols. On peut faire évoluer les choses. Le problème, c'est que si vous demandez aujourd'hui, je veux surélever 20 cm puis que l'affectation ne permet pas, malheureusement, la réponse est négative. Mais la ville, sur 400 hectares, elle est en train d'évoluer. Donc, vous voyez qu'on est rentré en matière sur bien des demandes d'habitants quand il y a une demande d'évolution. Alors, le principe est le suivant, c'est qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de propriétaires qui se réunissent pour dire, ben voilà, on a une volonté de faire évoluer les choses, vous prenez contact avec la municipalité ou le service urbaniste, et puis dans lequel on peut progressivement construire avec vous cette partie de ville. Maintenant, la notion de l'objet, j'insiste sur le fait que ce n'est pas une tour, parce que des bâtiments de cette typologie, on en retrouve un nombre relativement important. Il y a des objets qui sont verticaux, qui sont bien plus conséquents que ça. C'est les tours de Montois en particulier. Alors celles-ci, elles ont la caractéristique de la tour, parce qu'elles dépassent. On dit qu'on a un bâtiment vertical dès qu'on dépasse 8 étages. D'accord? Alors moi, je veux bien appeler tous les bâtiments verticaux qui ont plus de 8 étages, qui obligent aux forces d'incendie de mettre des prescriptions bien spécifiques. Mais admettez quand même que des bâtiments de 12 à 14 étages dans la ville, il y en a plusieurs. Alors, par contre, qu'il y ait de l'émotion sur l'évolution d'un quartier, c'est normal. Je veux dire, ça ne se développe pas comme ça. Monsieur que je connais depuis un certain nombre d'années, et qui a pas simplement participé au développement de cette partie de ville, et particulièrement avec la jeunesse, n'est-ce pas? Quand on faisait la journée de la rose, ben voilà, il a connu aussi ce quartier-là, qui était en friche, qui était un gros paquet d'ordures, qui était, entre guillemets, pour utiliser un terme relativement vulgaire, et puis on a essayé de construire une gestion qualitative. Nous, ce qu'on reproche aujourd'hui, les autorités actuelles, et vous l'avez dit d'ailleurs lors de la dernière séance, c'est que le quartier de la Bourdonnette a été un peu oublié. On a urbanisé cette partie de ville et l'on a oublié de la lier à la ville. Voilà. Donc ce projet-là, c'est un pari magnifique pour développer justement et valoriser le quartier de la Bourdonnette. Voilà. Alors c'est vrai que la verticalité est une des solutions. Aujourd'hui, on n'a pas entendu de critique. Vous êtes les premiers à avoir cette inquiétude. Moi, il y en a plus, hein, je peux vous dire. Non, mais attendez, vous n'êtes pas tout seul dans la cité. Hein, voilà. Mais c'est une solution, c'est une typologie qui est proposée, et puis à nous de vous montrer que si on fait des bâtiments bas, et c'est pour ça que là, ce que dit monsieur Ferraille, les différentes propositions d'architectes d'urbanisation de ce site, ben vous verrez que c'est des choses, alors que c'est encore beaucoup plus vertical, qui donnent plus d'espace public qu'il faudra animer, parce que c'est bien beau de mettre de l'espace public. Et je crois que c'est la remarque de madame tout à l'heure, on veut de l'espace public, mais il faut qu'il y ait de l'animation de l'espace public. Voilà, il faut qu'on trouve un bon compromis ensemble. Juste pour terminer, mais je trouve vraiment dommage de mettre des constructions verticales de 40 mètres proches du bord du lac. Esthétiquement, je trouve vraiment très dommage. Ok, merci. Madame, vous aviez vous aviez initié la soirée, vous allez presque la conclure. Enfin, les questions. Super, je suis contente alors de pouvoir terminer, ou presque. Moi, ce que j'aimerais, c'est, en fait, parce que je suis aussi une habitante du quartier, j'aimerais inviter à boire un apéro chez moi tous les porteurs du projet, pour qu'ils puissent se rendre compte à partir de 4 heures de l'après-midi si on aura ou pas encore du soleil dans notre quartier. Et puis ça me ferait plaisir que vous veniez nous donner votre avis, parce que moi je ne suis pas ingénieure, j'ai énormément de peine à me rendre compte que ça peut donner 40 mètres de haut.
Et puis vraiment, j'aurais besoin que vous veniez vous rendre compte, vous, si vous étiez à notre place, comment vous vous sentiriez. C'est juste ça. Merci madame. Alors moi je vous propose une chose, c'est que vous venez de lancer cette invitation. Je ne sais pas si M. Français veut y répondre. Alors mais... c'est petit, hein, je ne peux pas prendre 50 personnes, Non, mais une dizaine mais avec plaisir. On va passer précisément maintenant, je crois M. Français, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose de précis. Non, mais ce que je veux dire, alors moi je veux bien qu'on fasse un débat émotionnel, mais je tiens à rassurer madame, je veux dire, c'est pas ces objets-là qui sont, entre guillemets, de petite dimension qui vont faire de longue portée sur votre voisinage. Ça, je peux vous le garantir. On a eu la même émotion au jardin familial. Je vois qu'il y a M. Knöpfli qui est ici présent. Ils ont eu la même interrogation. Elle est légitime. D'accord ? On vous montrera les ombres portées de ces bâtiments qui ne sont pas très hauts, je rassure, d'accord, et qui n'ont aucun effet, en tout cas sur le quartier de la Bourdonnette et aussi sur le quartier des Villas. Aucun effet. Ça, je peux vous le garantir. Voilà. Alors maintenant, ces calculs d'ombres portées, ils pourront vous être proposés. C'est volontiers qu'on vient boire le café ou le thé avec une série de collaborateurs. Vous donnez vos coordonnées à la personne qui est devant vous, qui est M. Buyard, et on prendra contact avec vous pour vous accompagner. Voilà, madame, je crois qu'on est un peu arrivé il y a encore quelques questions, mais on va terminer sur cette invitation de madame. D'ailleurs, c'est l'occasion de prendre contact avec les différents municipaux, encore les architectes qui sont là. Il est 22h, il y a un apéritif qui est offert par, je crois, la ville de Lausanne, n'est-ce pas, la municipalité. Vous pouvez encore discuter, évidemment, avec les différentes personnes qui sont ici. Merci.